il faut vraiment qu'on aide les gens là-dessus parce que c'est une catastrophe la façon dont c'est géré. On a essayé de parler de TVA ce matin. J'ai dû payer 12 000 € de mon propre argent il y a quelques mois. Moi, je me suis dit, mais mon Dieu, c'est horrible, comment tu vas faire? Tu t'es planté, tu vas devoir des milliers d'euros à l'URSSAF. La TVA qui passe de 18,6 à 20,6%. 2 semaines plus tard, je reçois encore une mise en demeure supplémentaire où là, il y a vraiment une date. Ils ne se rendent pas compte que demander des dizaines de milliers d'euros à des gens comme ça du jour au lendemain, ça peut juste détruire des vies en fait, quoi. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui va répondre à, je pense, beaucoup de questions que beaucoup de personnes se posent sur la merveilleuse chose qu'est la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA. Et du coup, Émilien, je suis très heureux de t'accueillir pour notre discussion, d'autant plus que la malheureuse étincelle qui donne naissance à ce podcast, c'est une mésaventure personnelle que j'ai vécue avec la TVA, où je me suis retrouvé presque du jour au lendemain à devoir 3 000 € à l'État que je n'avais pas prévu. Et j'éluciderai un peu plus précisément ce qui s'est passé sur ça, mais ça fait jamais plaisir de tout d'un coup se rendre compte qu'on doit 3 000 € en plus de ce qui a été prévu à l'État. Et je pense qu'on va parler de ce genre de surprises qui ont été pires pour d'autres personnes en plus, à qui on va donner la parole dans cet épisode. Enfin bref, voilà, j'ai tout donné sur mon petit teasing. J'espère que tu vas bien, Émilien, et que tu es prêt à élucider tous les mystères de la TVA. Eh ben, carrément, Thomas, merci beaucoup pour l'invitation. Super content d'être là, de pouvoir parler de ça avec toi. C'est clairement un sujet qui me tient à cœur, qui nous tient à cœur chez Super Indep aussi. Et j'ai envie de te dire bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat, même si tu y es depuis longtemps, mais je pense que tu vois la première bourde, le premier moment où tu te retrouves à devoir payer de l'argent que tu n'avais pas prévu, c'est le moment, effectivement, la petite étincelle où tu te dis putain, là il faut que je fasse quelque chose pour éviter ça à d'autres. Et alors pour l'anecdote, donc toi c'était 3 000 € de TVA, moi l'étincelle c'était 30 000 € que je devais pour les cotisations retraite. Voilà, et ça a vraiment été la petite étincelle que je me suis pris, pareil, 3-4 ans après mon démarrage, où je me suis dit waouh, c'est vraiment de la merde et il faut vraiment qu'on aide les gens là-dessus parce que c'est une catastrophe la façon dont c'est géré. Et ça manque beaucoup d'empathie, enfin, on dirait vraiment que des fois, tu vois, c'est des machines, genre ils se rendent pas compte que demander des dizaines de milliers d'euros à des gens comme ça du jour au lendemain, ça peut juste détruire des vies en fait, quoi. Bah ouais, complètement. Et effectivement, quand je t'en avais parlé de ma situation, tu m'as dit « Ah ça va, 3 000 €, c'est pas grand-chose ». Et effectivement, déjà rien qu'à mon échelle, 3 000 € d'un coup, ça a pas mal impacté les derniers mois de ma vie pour structurer comment je rattrape ça. Mais ouais, 30 000 €, où on verra d'autres exemples dans les témoignages qu'on a reçus. C'est vrai que ça peut complètement détruire au moins l'entreprise, si ce n'est plein d'autres choses dans la vie pour des mois et des années à venir, quoi. Donc très heureux qu'on élucide ça ensemble. Et pour démarrer, est-ce que ça te dit juste qu'on repose un peu le paysage de pourquoi ça existe, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, ça taxe quoi, qu'est-ce que c'est? Enfin voilà, juste reposer un peu le Yes. décor avant qu'on explique Un comment petit ça peu marche. d'histoire et puis un petit peu de pourquoi c'est tellement le bazar avec les auto-entreprises et la TVA. Et d'ailleurs, je suis sûr qu'il y a encore tout un tas d'auto-entrepreneurs qui, en écoutant ton podcast, vont découvrir qu'en fait, on peut payer de la TVA en auto-entreprise et qui étaient Ouais. persuadés que justement, ils n'avaient pas à gérer ça. Alors la TVA, pour le coup, c'est une invention française, parce qu'avec les Anglais, on est très fort pour inventer des règles fiscales absolument géniales. Et ce qui est génial avec la TVA, c'est que c'est un impôt que tout le monde paye, peu importe son niveau de revenu. Et ça, c'est des trucs qu'ils apprécient beaucoup forcément au niveau des gouvernements, puisque du coup, ça génère beaucoup d'argent. Donc, peu importe l'activité, peu importe justement la valeur ajoutée que tu produis sur le territoire français, tu es taxé dessus. Et cette TVA qui a été inventée en France, elle a été bizarrement très rapidement exportée et reprise dans tous les autres pays parce que forcément, c'est absolument génial comme concept. Voilà, vous achetez du pain, vous payez de la TVA, vous faites le pain, vous payez de la TVA. Vous payez un service comme Super Indep, vous payez de la TVA. Bref, peu importe ce que vous achetez, vous payez de la TVA à partir du moment où vous achetez le truc en France. Donc, taxe sur la valeur ajoutée, peu importe à partir du moment où vous produisez de la valeur, vous êtes taxé dessus. Et là où c'est absolument génialissime, c'est parce que la problématique en fait dans les impôts, c'est la collecte. C'est trouver le montant des impôts et la collecter. C'est ça qui coûte cher à l'État. C'est pour ça qu'il faut faire des déclarations d'impôts, il faut vérifier si les gens n'ont pas menti, s'ils ne se sont pas trompés, etc. C'est quand même assez lourd.
Et donc là, le premier point, c'est que c'est hyper simple. Il y a que 2-3 taux que tu appliques en fonction de ta situation. Et le deuxième point, c'est que c'est pas l'État qui le collecte. Et ça, c'est génial pour eux. Et donc, ils délèguent ça aux entreprises. Ils disent, écoutez, si vous êtes une entreprise et que vous produisez de la valeur ajoutée, alors vous avez la responsabilité de collecter cette taxe et de nous la reverser. Et comme on est quand même sympa et qu'on reconnaît que c'est un effort que vous faites, en échange, on vous permet de ne pas payer, vous, de TVA sur vos achats. Hmm. Donc c'est de là que ça vient. C'est pour ça qu'en tant que professionnel soumis à la TVA, on peut déduire la TVA de ses achats pro. C'est pour ça que c'est très intéressant d'être à la TVA, en tout cas quand on fait du B2B. Et donc, c'est de là que ça vient. Et ce qui fait que c'est particulièrement compliqué pour les auto-entreprises, c'est qu'à la base, l'auto-entreprise est vraiment pensée pour être un statut simplifié. Donc ils se sont dit, Oui. OK, qu'est-ce qui est chiant dans une entreprise? Bah, la comptabilité. Bon, bah, comment on fait pour enlever la comptabilité? Eh ben, on va leur éviter de faire des bilans et des liasses fiscales et des déclarations de TVA. C'était ça la réflexion initiale. Donc ils ont dit, c'est quoi le seuil de TVA? Ah, c'est environ, alors à l'époque c'était 34 000 euros. Ah bah ok, du coup, on va créer un statut pour lequel tu ne peux pas faire plus de 34 000 euros de CA. Et du coup, on va appeler ça la enfin l'auto-entreprise à l'époque. Et on va leur permettre comme ça de créer ce statut sans avoir à collecter de TVA. Et pour leur éviter d'avoir à gérer de la comptabilité, c'est-à-dire de produire un bilan et une liasse fiscale, on va les taxer de façon forfaitaire sur leur chiffre d'affaires. Parce que du coup, ils vont juste nous déclarer leur chiffre d'affaires. Ils vont nous dire, voilà, ce mois-ci, j'ai encaissé 10 000. Et nous, à partir de ça, on va les taxer en pourcentage. Et on estime, même si on ne connaît pas leur revenu réel, on estime que, étant donné le niveau de revenu, c'est acceptable en fait de faire cette estimation en termes de cotisation qu'on va récupérer au niveau URSSAF, Ouais. donc pour couvrir la santé, la maladie, etc. Mais du coup, ce statut, il a été extrêmement populaire parce qu'en fait, tout le monde a envie d'avoir un statut simplifié. Voilà, Bah ouais. toi qui es sorti de l'auto-entreprise il n'y a pas longtemps, bah, tu es bien placé pour savoir que c'est pas tout à fait le même délire maintenant. Non, c'est clair. C'est beaucoup plus compliqué pour anticiper tes charges, il faut gérer des bilans, il faut discuter avec ton comptable qui te présente justement un bilan que tu ne comprends pas avec des chiffres de partout. Il te pose des questions que tu ne comprends pas non plus. Bah alors, est-ce que tu veux l'IS? Est-ce que tu veux l'IR? Est-ce que tu veux provisionner des charges, etc. Bref. Donc c'est pour ça justement qu'il y a des comptables qui accompagnent les entrepreneurs, c'est pour comprendre et expliquer tous ces termes. Et donc, comme le statut est extrêmement populaire, ils se sont dit, bah, il faudrait qu'on le rende encore plus populaire. Et comment on peut faire pour qu'il y ait plus de gens qui puissent l'utiliser? Bah, en fait, on va augmenter le plafond. Donc, pour info, c'était sous Sarkozy que le statut a été créé. Et c'est sous Macron que du coup, il a été décidé de doubler le plafond de l'auto-entreprise Et pour faire passer en aux sorte que ça 75 000 actuels, quoi. voilà. Alors 77 pour être précis Oui. actuellement. En tout cas, à l'époque, du coup, il est passé en gros de 36 à 72 environ pour du service. Hein, là, on parle que pour du service. Pour rentrer dans le détail pour de l'achat-revente, c'est plus élevé, mais à la limite, peu importe, le principe est le même. Et donc, ils ont bien doublé ce plafond de l'auto-entreprise. Donc ça devenait super intéressant parce que des activités qui a justement tout un tas d'activités, notamment dans la tech, qui avant pouvaient pas forcément utiliser ce statut, bah, du coup, ça devenait un statut viable au moins pour se lancer. Mais après, ils ont dû discuter à un moment donné en réunion. Ils se sont dit, au fait, pour la TVA, on fait quoi? Parce que du coup, le statut, il est toujours à 36. Alors, comment on fait? Soit on augmente aussi le statut de la TVA, comme ça, un auto-entrepreneur n'a pas à payer de la TVA. Soit on laisse comme ça, et comme ça, bah, il y a des auto-entrepreneurs qui vont devoir payer de la TVA. Et bizarrement, ils se sont dit, oui, non, on va quand même laisser ça, parce qu'on va pas non plus s'asseoir sur Bah de la ouais. TVA à ce niveau-là, quoi. Et donc, ça a créé cette nouveauté en 2018. C'est qu'un auto-entrepreneur, quand il dépasse le fameux seuil de franchise, qui est du coup finalement aligné sur l'ancien seuil de l'auto-entreprise, donc cette année, il est à 39 100 euros pour de la prestation de service. Et bien, si on dépasse ce seuil, du coup, on devient redevable de la TVA. Et c'est pour ça que c'est le bordel, parce que la plupart des auto-entrepreneurs qui se lancent pensent qu'ils n'y sont pas soumis et qu'ils n'y seront jamais soumis. Et il y a un autre gros problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui se lancent en pensant que c'est vraiment un problème, que c'est un handicap, la TVA, alors que comme je l'ai expliqué juste avant, en vérité, si vous déléguez notamment cette partie de déclaration, c'est un vrai avantage parce que vous allez pouvoir tout acheter hors taxe. Donc, tu vois, toi, par exemple, quand tu achètes du matériel de podcast, tu achètes de bureau, tu fais tout ton setup et tout, bah, tout ça, en fait, tu peux l'acheter hors taxe, ça fait vite des grosses Bah sommes. ouais. J'ai acheté récemment un nouvel ordinateur. Ça faisait longtemps que je me retenais de le faire parce que j'ai envie de faire durer mes outils technologiques. Mais ça faisait vachement plaisir de se dire, bon, j'achète mon nouveau MacBook 3000 euros, mais en vrai, il me coûte 2500 parce qu'il y a 500 euros de TVA dans l'histoire. Ça Et fait c'est un vrai que gros diff. ouais, c'est un vachement bon avantage. Et
pour certains métiers, tu vois, souvent les gens à qui je conseille ça, c'est des personnes qui se lancent et qui deviennent photographes ou des trucs comme ça. Et souvent, tu as des grosses sommes d'investissement à faire pour le matos. Bah là, c'est hyper pertinent de décider d'être affilié à la TVA directement pour déduire tout ça de ses achats, quoi. Exactement, tu as d'autres activités, tu vois, comme VTC, où tu es Ouais, obligé d'acheter une voiture ou de la prendre en leasing, etc. Tu as des activités où tu payes des affiliations aussi assez chères, notamment tout ce qui se fait dans les réseaux immobiliers, etc. Enfin bref, il y a vraiment tout un tas de bonnes raisons de passer à la TVA très tôt. Justement, ça évite de s'embêter avec ce seuil qui est souvent pas clair et ça permet de récupérer la TVA sur ces dépenses. ouais. Je vais essayer de reformuler du coup juste pour redire une autre fois un peu ce qu'on a dit en version simplifiée pour être sûr que tout le monde comprend et tu me diras si j'ai bien juste. En gros, soit tu es en micro-entreprise, soit tu es dans un autre statut. Si tu es dans un autre statut de base, tu es automatiquement affilié à la TVA. Oui, Mais si tu es en micro-entreprise, en gros, soit tu choisis d'y être affilié dès le début, ce qui est un choix que tu peux faire et on verra c'est quoi le processus pour prendre cette décision, soit tu l'es seulement à partir d'un certain stade qui se situe aux alentours de 34 ou 36 000 euros, il me semble. Et à partir de là, il y a une obligation de facturer la TVA sur toutes tes factures, c'est ça? exactement. Pour du Ok, service, c'est 39 100 euros le seuil cette année, mais c'est l'idée, il a été réaugmenté cette année, et effectivement, par défaut, par contre, tu es en franchise, donc par défaut, si tu ne fais rien, tu ne payeras pas de TVA, et tu ouais. n'auras donc pas à en déclarer jusqu'à ce fameux seuil. Et j'ai une petite métaphore sur le fonctionnement de la TVA avant qu'on parle spécifiquement des seuils, parce qu'on a un témoignage de quelqu'un qui a malheureusement raté le seuil. Mais la petite métaphore que j'utilise souvent pour expliquer la TVA à mes clients, c'est de dire qu'en gros, avec tout ce que vous vendez, vous avez genre deux bouteilles d'eau. Il y a une bouteille d'eau où il y a l'eau, c'est-à-dire l'argent qui vous appartient, donc une tirelire avec l'argent qui vous appartient vraiment, et une tirelire avec l'argent qui est de l'argent de l'État, donc la taxe sur la valeur ajoutée. Et à chaque fois que vous vendez quelque chose et que vous recevez de l'argent, vous remplissez les deux tirelires. Il y en a une, elle vous appartient, c'est votre tirelire à vous, votre eau à vous, vous la gardez d'un côté. Et dans l'autre, à chaque fois que vous vendez quelque chose, vous re-remplissez cette tirelire-là avec par exemple 20% de votre vente si on est à la TVA à 20%, parce qu'il y a différents pourcentages comme Emilien disait. Et à chaque fois que vous achetez, vous pouvez utiliser 20% du montant de l'achat, si c'est un achat à 20%, en prenant dans cette tirelire-là. Et à plusieurs reprises dans l'année, et ça dépendra de votre choix, c'est peut-être tous les mois, tous les trimestres, tous les ans. En gros, l'État vient, vous regardez ensemble, bah, tiens, il y a ça dans ma tirelire, ou alors plutôt on déclare à l'État, il y a tant dans ma tirelire. Et là, soit l'État vous le reprend, soit s'il y a rien dans la tirelire, voire vous êtes en négatif dans la tirelire, et ça arrive rarement, mais ça arrive quand on a dépensé plus qu'on a vendu, bah, l'État va soit vous rendre de l'argent, ou en général dire, bon, bah, la prochaine fois, tu ne devras moins parce que ce mois-ci, tu as plus dépensé que ce que tu as vendu. Et souvent, ça, c'est une manière un peu visuelle qui déclique un peu. Ah oui, ok, c'est bon, je comprends, j'ai ma tirelire, mais il ne faut pas que j'y touche, il faut que je la garde de côté pour pas En gros, utiliser c'est cet ça, ouais. argent qui n'est pas à moi. Moi, j'aime bien en tout cas cette métaphore. Je trouve que c'est une belle image. Et effectivement, avec la bouteille qui se remplit, qui se vide en fonction de ce que tu encaisses et de ce que tu as acheté. Et c'est exactement ça. Et il y a un autre point très important, on va en parler après, mais enfin, je pense notamment à travers les témoignages. Mais en fait, ce qu'il faut déclarer, du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on déclare la TVA, en fait, ce qu'on déclare, c'est pas la TVA, justement. C'est pas exactement l'argent qu'on a Hmm, collecté. Ce qu'on déclare, c'est le chiffre d'affaires qu'on a fait et l'endroit où on l'a fait, en gros. Et ouais. justement, à partir de ça, ils déduisent la TVA qu'on est censé avoir collectée et donc on doit leur verser. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que derrière, à un moment donné, ils vont recouper toutes ces informations. Ils vont vérifier que ce qu'on a déclaré en termes de chiffre d'affaires au niveau de la TVA, c'est bien aussi ce qu'on a déclaré à l'URSSAF et c'est bien aussi ce qu'on a déclaré au niveau de son impôt sur le revenu. Ouais. Et donc, il faut que tout soit cohérent et du coup, il faut bien suivre ça. Et effectivement, on a un petit témoignage qui parle de la difficulté de bien suivre ces choses parce que c'est pas fluide. Mais avant de passer à ces différents partages d'indépendants, je suis curieux que tu nous expliques les seuils, comment ça marche concrètement. On a dit il y a un seuil à partir duquel faut facturer, mais je suis curieux que tu nous parles de comment ça marche, qu'est-ce qu'on fait avant d'arriver au seuil, est-ce qu'il faut le faire tout de suite ou l'année d'après. Enfin voilà, je suis curieux que tu nous expliques un peu comment ça marche concrètement les seuils de TVA en micro-entreprise. Ouais, alors c'est une très bonne question parce que ça aussi c'est très peu clair.
Le plus simple, alors déjà, je me permets de rappeler que ce qu'il faut déclarer, ce qu'on appelle le chiffre d'affaires d'un auto-entrepreneur, c'est ce qu'il encaisse. Mhm. Et il y en a beaucoup qui se font avoir, ce qui est normal parce que par définition, tu vois, maintenant, toi, tu n'es plus en auto-entreprise. Et ce qu'on appelle ton chiffre d'affaires, c'est pas ce que tu as encaissé en général, c'est ce que tu as facturé. Et du coup, il peut y avoir un gros diff entre ton chiffre d'affaires et ta trésor, quoi. Ouais. Et ce problème-là, en fait, justement, c'est une des volontés dans la simplification de l'auto-entreprise, c'était d'enlever ce problème-là de décalage entre finalement ton chiffre d'affaires et ta trésorerie. Et donc, ce que tu déclares, c'est vraiment ce que tu encaisses. Donc, ça, c'est le premier point important. Donc, ton chiffre d'affaires, c'est bien ce que tu encaisses. Si tu as encaissé 10 000 euros au mois de janvier, même si ça a été facturé un an avant, on s'en fiche, c'est quand même au mois de janvier 2023 que ça rentre dans ton chiffre d'affaires. Et avant ça, d'un point de vue administratif, c'est comme si ça n'existait pas en gros. Ouais. Ce qui a l'énorme avantage de faire que si vous n'êtes jamais payé dessus, vous payez jamais de charge dessus, par exemple. Bref. Donc ça, c'est le premier point très important. Une fois qu'on a ça en tête, du coup, ce qu'il faut garder en tête, c'est que, en gros, la loi dit, il y a deux seuils. Il y a un seuil qu'on appelle le seuil de franchise et le seuil majoré. Le seuil donc de franchise, cette année, il est à 36 500 euros, si je dis pas de bêtises, sinon c'est pas loin. Et le seuil majoré, il est à 39 100 euros. Le plus simple à comprendre, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, si on dépasse le fameux seuil majoré, on est obligé de passer à la TVA à partir du mois où on a fait le dépassement. Donc ça, c'est Ok. facile à dire, c'est plus dur à comprendre. Si je le réexplique, ça veut dire qu'en gros, le mois où vous encaissez plus, où votre chiffre d'affaires, donc en encaissement, a dépassé les 39 100 euros, donc mettons que vous facturiez 10 000 euros par mois, bah, du coup, en janvier, vous avez encaissé 10 000, février 10 000, mars 10 000, avril 10 000. Donc vous vous retrouvez en avril avec 40 000 euros de CA. Mm. Donc, ça veut dire qu'à partir du 1er avril 2023, vous devez passer à la TVA. Donc, toutes les factures que vous allez émettre à compter du 1er avril 2023 devront être à la TVA, collecter la TVA, et vous devrez commencer à reverser la TVA et faire vos déclarations de TVA à partir du mois d'avril. Mais du coup, il faut bien comprendre que tout ce qui a été facturé avant, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche, c'est pas qu'on s'en fiche, mais c'est pas à la TVA, et c'est Ouais. normal. Donc, si je prends un exemple extrême, si en fait en mars, vous n'avez pas facturé 10 000 mais 100 000, bah du coup, en avril, vous vous retrouvez avec un chiffre d'affaires de 130 000 euros d'un coup. Et Ouais. ben, ces 100 000 euros, ils ne sont pas à la TVA, et c'est bien les factures que vous allez émettre à compter du 1er avril qui devront être à la TVA. Donc ça, souvent, c'est un truc qui est un peu difficile à comprendre. Mais voilà, en gros, on est à la TVA à partir du mois du dépassement, mais tout ce qui a été facturé avant ce mois de dépassement, pas de souci. Mm. Par contre, ce qui a été facturé à partir de ce mois-là doit bien être à la TVA. Et c'est donc ce qu'on va voir dans les témoignages. Bah, la problématique, c'est que si on rate ce moment-là, bah, on se retrouve potentiellement des années après à en fait devoir réclamer de la TVA à des clients parce qu'on a oublié de leur réclamer les années précédentes. Et ça, c'est un truc qui Ouais. est jamais amusant. Clairement. Et je vais passer le témoignage de Shane juste après. Mais tu disais qu'il y a deux seuils. Donc le seuil Ouais, majoré, dès qu'on le dépasse, on est obligé de passer à la TVA. Et en voilà. gros, quand on est dans la toute petite fenêtre de 3 000 euros entre le seuil de franchise et le seuil majoré, donc c'est entre 36 000 et 39 000, quoi. Là, c'est Dans un ce endroit où on cas-là, a le choix, quoi, c'est ça? alors, en fait, techniquement, on a le choix, sauf si on le dépasse 2 années de suite. Donc, effectivement, on peut Ok. choisir de passer ou pas, mais si on dépasse 2 années de suite, si on 2 années de suite, on est dans cette tranche, on est obligé de passer au 1er janvier de l'année suivante. C'est pour Ok. ça que je disais, c'est un peu tordu et franchement, enfin, c'est pour ça qu'en général, de toute façon, en général, il y a tout un tas de bonnes raisons de passer à la TVA et s'il y a pas d'obstacle à le faire, il vaut mieux le faire sans trop se préoccuper des seuils. Ouais. Mais en tout cas, légalement parlant, si on dépasse le seuil majoré, on est obligé d'y passer. Et si on dépasse, si on est entre les 2 années de suite, on est obligé d'y passer aussi. Et là où souvent nos clients se font avoir aussi, c'est qu'il faut prendre en compte les prorata. Donc ça, c'est un peu Hmm. gaspillé. Parce que du coup, si vous dépassez au prorata, mais sans dépasser le seuil majoré, donc mettons que vous vous créez en décembre et vous faites 20 000 euros de CA, Hmm. que vous encaissez pour le coup. Donc on va plutôt dire novembre, du coup ce sera plus simple. Vous créez en novembre, vous facturez 20 000 euros en novembre que vous encaissez en décembre. Du coup, vous avez fait 20 000 euros de CA sur l'année. Eh ben, vous n'avez pas dépassé le seuil majoré et pourtant, vous êtes obligé de passer à la TVA au 1er janvier de l'année suivante parce que vous avez dépassé le seuil majoré au prorata. Donc Parce que voilà, si on multiplie par 12 mois, ça fait beaucoup plus que le seuil. exactement. Ah Et donc, ouais. c'est exactement pour ça que, en vérité, il vaut mieux être bien accompagné quand on lance son Ouais. auto-entreprise et surtout quand on commence à naviguer dans ces niveaux de chiffre d'affaires.
pour éviter ce genre de problèmes qui peuvent coûter vraiment très cher. Ouais, bah 3 000 justement, € ou plus. 3000 euros ou plus, bah justement, je te propose qu'on écoute le témoignage de Shane qui euh, a pas compris ces histoires de seuil, ce qui est après, à peu près normal, j'ai l'impression, parce que même moi, je suis en train de redécouvrir des choses que tu m'avais déjà dites ici. Donc il y a de la complexité et qui malheureusement a payé cette erreur très cher. Et je te propose qu'on écoute son témoignage. Le problème, c'est que quand tu es étranger et quand tu arrives en France en tant qu'indépendant, il n'y a pas un guide, il y a rien. Tu arrives et vraiment, tu dois te débrouiller toi-même. Et donc, vraiment, pas juste par rapport à la TVA, mais dans toutes les démarches administratives, j'ai fait des erreurs sans cesse. J'ai fait tout incorrectement et maintenant, en fait, je peux vraiment conseiller tous mes amis expats pour ne pas faire les mêmes fautes que j'ai fait au cours de ces derniers 5 ans. Mais en gros, par rapport à la TVA, ce que j'ai fait, en fait, je savais pas que à partir du moment où tu commences à facturer le TVA, qu'il fallait juste continuer à facturer le TVA sans cesse. Même, j'ai lu plusieurs articles, plusieurs choses, et en fait, c'est jamais communiqué de manière 100% claire. En fait, si quelqu'un a dit, le moment où tu commences à facturer la TVA, tu continues sans cesse, ok, cool. Ça aurait été super clair. Mais il y a toujours le N+1, N+2, voilà, je sais pas quoi. Bon, il y a une façon très particulière dont les Français communiquent, donc voilà. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai facturé seulement au cours de 3 ans, au moment où je suis arrivé au seuil TVA. Et donc, toutes les factures jusqu'à ce moment-là, je n'ai pas facturé la TVA. Donc, en gros, grâce à mes chers amis à Super Indip, qui ont été super patients avec moi, mais on a découvert que j'ai pas facturé ni payé la TVA depuis 2 ans euh, pour probablement 60 000 ou plus 1000 euros. Et donc, en fait, j'ai dû payer de mon propre argent il y a quelques mois 12 000 à peu près 12 000 euros. Et maintenant, je suis en train de bon, j'ai récupéré la moitié, plus ou moins, auprès de mes clients du passé et mes clients actuels. Mais ça aussi, c'est un processus et il y a certains clients qui m'ont pas répondu du tout. Donc, c'était la galère et tu peux imaginer quand je me suis rendu compte que, voilà, j'ai fait un truc, une grosse connerie. Je me suis dit, OK, voilà, je pense que j'avais déjà fait toutes les fautes imaginables en France. Et non, 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 il y avait quelque chose d'autre à apprendre. C'est horrible parce que ça me fait presque rire de l'entendre. En tout cas, Shane, quand j'ai discuté avec lui, il le prend plutôt bien. Et il avait la chance d'ailleurs d'avoir ces 12 000 euros de côté. Mais je trouve qu'il y a plein de choses dans son témoignage là qui transparaissent. Il y a déjà, qu'est-ce qui se passe quand tu rates le seuil? Bah, faut rétro-pédaler, il faut refacturer à tous tes anciens clients pour la récupérer. Et il y a aussi là cette nuance qui est, bah ok, moi j'avais compris, il y a un seuil, je facture la TVA après, mais il n'avait pas compris qu'une fois que tu le passes une fois, c'est pour le restant de ton activité, tu dois le facturer sur tout, et pas juste ce qui est au-dessus. Et ça, je trouve que c'est une erreur légitime à faire. Donc enfin, voilà, je suis curieux que tu commentes un peu ce que tu entends là, Emilien. Parmi les 2 erreurs qu'on voit le plus, effectivement, au niveau des auto-entrepreneurs, il y a celle dont je parlais avant, c'est des personnes donc qui déclarent leur CA au moment du facturé et pas au moment de l'encaisser. Bon, à la limite, ça, c'est un moindre mal parce qu'au pire, tu payes en avance, c'est pas dramatique, mais ça peut créer des décalages. Et il y a celle qui vient de citer, c'est-à-dire penser qu'en fait, du coup, tu te fais chier, tu vas chercher les infos et tu comprends qu'il y a un seuil de TVA et que quand tu l'as dépassé, il faut facturer la TVA. Mais du coup, c'est vrai que légitimement, tu peux te dire, bah, à la fin de l'année, j'imagine que du coup, je repasse en franchise. Ouais, ça Et repasse à donc, zéro, quoi. voilà, si en fait, je reprends mon exemple de tout à l'heure et que je facture tout le temps 10 000 et que du coup, tous les mois d'avril, je passe à la TVA, et ben, de janvier à avril, systématiquement, je ne facture pas la TVA, quoi. Et ça, il y en a beaucoup, effectivement, qui font cette erreur-là aussi. Et là-dessus, effectivement, en fait, il y a un point super important.
c'est que c'est très difficile de trouver de l'information de qualité sur l'auto-entreprise. Donc, je me permets de faire un peu d'auto-pub. N'hésitez pas à suivre par exemple le blog de Super Indep, mais franchement, même si c'est pas nous, peu importe, mais juste renseignez-vous bien et surtout renseignez-vous sur le niveau de qualité des gens que vous suivez. Ne tapez pas juste un mot-clé sur Internet et allez sur le premier blog qui sort, parce que je vous garantis qu'il y a un nombre de conneries, mais hallucinantes. Déjà parce que les articles, comme en fait, ils sont rarement mis à jour, ils Ouais. sont pas forcément en phase avec les dernières modifications des articles de loi. Et la grosse problématique, c'est que normalement, les experts qu'on attend sur ce type de sujet, c'est des comptables. Sauf que les comptables, ils ont complètement abandonné ce secteur-là parce que justement, c'est un statut qui a été pensé pour qu'il n'y ait pas de comptabilité. Donc, il va Ouais. faire quoi un comptable s'il gère une auto-entreprise? Il n'a pas de bilan, il n'a pas de liasse fiscale à faire, à part éventuellement gérer votre TVA, il n'a rien à faire. Et pour lui, déjà, gérer que de la TVA, c'est pas forcément hyper intéressant. Et surtout, du coup, les tarifs qu'il va vous proposer seront pas du tout concurrentiels parce qu'évidemment, c'est juste pas adapté en fait en termes de suivi. Mhm. Et c'est vraiment là-dessus que nous, c'est vraiment ce besoin en fait qu'on a identifié là en 2018. Et c'est vraiment par rapport à ça qu'on a construit Super Indep, c'est pour apporter cet accompagnement qui est complètement manquant dans l'écosystème. Et du coup, Ouais. ce qu'il dit effectivement, c'est en fait, lui, c'était d'autant plus difficile pour lui parce qu'en plus, il n'était pas français, mais trouver la bonne information, c'est extrêmement difficile. Et le nombre de clients qu'on a au téléphone qui nous disent mais pourtant j'ai appelé l'URSSAF, ils m'ont dit ça, ou ils m'ont dit ça, ou j'ai même appelé les impôts, ils m'ont dit ça. Ben oui, en fait, ils vous racontent beaucoup de conneries, et donc maintenant on n'arrête pas de dire, ça c'est un conseil qui vaut tout le temps, de toute façon en entrepreneuriat, quand vous parlez avec des organismes, ne prenez jamais rien pour acquis si c'est dit au téléphone, demandez une trace écrite. Comme ça, si un Ouais. jour vous avez un contrôle, vous sortez la trace écrite et au moins vous pourrez plaider la bonne foi. Mais Ouais. sinon, en fait, même si vous appelez l'URSSAF et qu'ils vous disent non, non, mais il n'y a pas de problème, la TVA, ça revient à zéro tous les ans, si un jour vous avez un contrôle fiscal, vous aurez beau dire, ah, mais c'est l'URSSAF qui me l'a dit, ils vont dire, oui, mais monsieur, vous êtes censé connaître la loi. Donc, Ouais. en fait, même si l'URSSAF vous dit des bêtises, vous êtes censé les corriger. Donc, ouais, c'est un vrai problème, un vrai défi, et encore plus quand on vient de l'étranger, quoi. Ouais, d'où notre combat avec cet épisode de podcast pour essayer de poser un peu noir sur blanc, en tout cas, peut-être pas noir sur blanc parce que c'est à l'oral du coup qu'on le fait, mais en tout cas poser une bonne fois pour toutes les infos qu'il faut savoir et ou au moins où aller chercher les mises à jour parce que voilà, mettre à jour une conversation audio, c'est plus compliqué que mettre à jour un article de blog. Et je voudrais revenir sur un autre truc, sur le témoignage de Shane où il parle du fait qu'il a réussi à récupérer une partie de sa dette auprès de ses anciens clients, parce que ça, c'est quelque chose qui est important aussi, c'est quand on rate le seuil de TVA, comme tu disais, on doit refacturer toutes les factures à partir du mois du dépassement, mais quand on a loupé ce mois de dépassement et qu'on est 6 mois dans le futur, pas facile de récupérer toutes les factures, de réenvoyer à tous ses anciens clients. Shane, dans son témoignage, on l'a pas entendu là, il me dit que il avait plus de contact avec certains clients parce que c'était des clients d'il y a 2 ans, certaines entreprises qui avaient fermé entre-temps. Enfin voilà, grosse galère de récupérer. Je veux bien que tu nous parles un peu de cet enjeu-là. Alors exactement, parce qu'en fait, pour bien comprendre le mécanisme, cette fameuse TVA, normalement, c'est pas à vous de la payer. Et Bah c'est oui. pour ça que normalement c'est intéressant de passer à la TVA, parce qu'en fait, c'est pas vous qui la payez et ça vous permet de récupérer de la TVA sur vos frais. Donc c'est pas vous qui la payez, c'est vos clients. Et il se trouve que si vos clients c'est des entreprises, en fait, c'est pas eux qui la payent non plus. C'est leurs clients justement. Donc en fait, c'est les clients de vos clients qui payent la TVA que vous rendez à l'État. C'est pour ça que quand vous êtes en B2B, en fait, vous avez toutes les bonnes raisons du monde de passer à la TVA. Donc le premier point là-dessus, que j'aime bien souvent rappeler, c'est justement, n'oubliez pas, quand vous travaillez, quand vous quittez une mission, n'oubliez jamais que ce client, peu importe ce que vous avez vécu avec, si ça se trouve, vous allez devoir venir l'emmerder dans 5 ans pour lui demander un service. Donc, Mmh. gardez toujours ça dans un coin de la tête, restez hyper cordial, hyper pro, peu importe ce qui s'est passé, ça vous rendra service dans le temps. Le deuxième point, donc, c'est qu'effectivement, théoriquement, vu que c'est pas à vous de payer cette TVA, en fait, ce que vous êtes censé faire, le processus, et c'est exactement ce qu'on fait chez Super Indep quand on accompagne justement les gens sur des régularisations de TVA. Le premier point, c'est qu'on leur dit, écoute, redonne-moi tous les encaissements que tu as eus, je vais te dire exactement à partir de quand tu es passé à la TVA, et donc je vais te dire exactement toutes les factures que tu dois refaire. Donc on reprend toutes les factures une par une. Donc je ne vous cache pas que quand c'est 3 ans de régularisation, ça peut C'est être du très taf. Ouais. très Mmh. long et laborieux, mais on finit toujours par y arriver. Et donc, on va reprendre toutes les factures, on va dire, voilà, celle-là, il faut la refaire, il faut la refaire, il faut la refaire.
sachant qu'en plus, il y a des spécificités dont on pourra parler si on facture à l'étranger, notamment, où en fait on n'encaisse pas de TVA, etc. Donc si on facture dans les DOM, on ne va pas facturer le même taux de TVA. Bref, il y a quand même tout un tas de choses à vérifier sur où ça a été facturé, quand, et donc est-ce qu'il faut payer de la TVA dessus ou pas. Mais en tout cas, dans les cas où normalement il faut payer de la TVA, effectivement, le processus, en fait, c'est du coup d'annuler des factures. Donc pour annuler une facture, on fait ce qu'on appelle un avoir. Et oui, on peut faire un avoir même 3 ans après, il n'y a pas de souci. Donc en fait, on annule la facture, ce qui veut dire que comptablement, on revient à 0, quoi. On dit, bah voilà, normalement j'avais facturé 1000, bah finalement, non, j'ai facturé 0. Et on a le droit de faire ça en comptabilité. C'est un truc qui est prévu parce qu'en fait, en comptabilité, on n'a jamais le droit de rien effacer. On n'a jamais le droit d'effacer, pardon. On n'a pas le droit de dire cette facture, elle n'a jamais existé parce qu'elle était fausse. Par contre, on a le droit de dire, bah, j'ai fait cette facture il y a 3 ans. En fait, elle est fausse, donc je l'annule 3 ans plus tard et j'en recrée une nouvelle. Et donc, si on garde bien la trace de la facture initiale, de l'avoir et de la nouvelle facture, ça pose aucun problème. Donc, normalement, c'est ce qu'il faut faire. Et du coup, sur ces nouvelles factures, bah, ce coup-ci, on va bien mettre le numéro de TVA, on va mettre la TVA qui est due. Et on va renvoyer un mail du coup au client en disant bah écoute, désolé, je m'étais trompé, en fait tu me dois encore 5 000 € de TVA. D'expérience, la plupart du temps, ça fonctionne. Parce que justement, le client qui est un professionnel, si c'est un professionnel en tout cas, il s'en fiche de payer de la TVA. Si vous avez affaire à des particuliers, des associations ou des écoles, c'est à peu près sûr que la TVA, vous allez pouvoir la payer de votre poche. Ouais. Mais sinon, c'est bien l'entreprise qui la paye, et comme lui, il l'a déduit par ailleurs, il s'en fiche. Bah écoute, tu veux 5 000 €, je te les file, de toute façon, c'est transparent pour moi, je vais les déduire par ailleurs. Donc c'est pas un sujet, et en général, on y arrive. Sauf, comme il l'a bien dit, si l'entreprise a fermé, ça peut être problématique, ou même si on s'est fâché avec eux, parce que pour le coup, légalement, il n'y a rien qui les force à le faire. Ouais. Techniquement parlant, c'est l'auto-entrepreneur qui a fait une erreur de gestion. Et donc, l'État, lui, quand il arrive, il ne se pose pas de questions. Il dit, écoute, c'est quoi ton CA de cette année? 50 000. Ok, bah du coup, tu me dois 10 000 € de TVA. Point. Ouais. Que tu les aies facturés, encaissés ou pas, c'est pas mon problème. La loi dit que tu nous dois 10 000 € de TVA. Donc, tu nous les payes. Après, tu te démerdes. Si tu veux les récupérer par ailleurs, c'est pas notre problème. Et on verra avec le témoignage de Kevin aussi que communiquer avec les instances de l'État, c'est pas toujours ultra fluide. Et dans le cas de Shane et dans mon cas aussi, la demande, elle a été assez rapide. Moi, j'ai eu la chance d'avoir 3 mois d'étalement. Shane, et 3 mois pour moi, déjà, c'était en mode j'aimerais bien plus. Ils m'ont dit non, c'est max 3. Et Shane, pour le coup, il n'a même pas eu droit d'étalement. C'était en mode voilà, vous avez 2 ans de retard. La TVA, les éventuelles pénalités, c'est 12 000 € maintenant. Et heureusement qu'il avait son matelas de sécurité de côté. Parce que il fallait qu'il les trouve, ces 12 000 € et il avait anticipé. Exactement. Mais, Alors déjà, tu vois, il y a encore plein de points, mais de toute façon, quand on est freelance, ce fameux matelas de sécurité, je veux dire, si c'est pas l'URSSAF ou la TVA, ce sera autre chose, quoi. Ce sera un problème qui fait que vous pouvez pas bosser pendant des mois, ce sera un client qui vous annule une prestation au dernier moment. Enfin bref, le petit matelas de quelques dizaines de milliers d'euros, clairement, il est pas négligeable et il n'est pas vraiment optionnel si vous voulez être serein, quoi. Ça, c'est un point super important. Et effectivement, normalement, donc, on est censé pouvoir faire payer les autres, mais potentiellement, c'est bien à nous de le payer et l'État, il nous le fait payer. Et donc, nous, quand on gère ça pour des clients, justement, on gère vraiment au cas par cas. Parce qu'en fait, si un client est obligé de payer la TVA de sa poche, notamment, je sais pas, parce qu'il avait affaire à des particuliers ou des associations, on peut en fait rendre un petit peu moins douloureux l'équation. Alors ça va pas changer non plus énormément, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est, j'ai donné l'exemple tout à l'heure, si vous avez fait 50 000 € de CA, l'État vous réclame 10 000 €. Sauf qu'on peut quand même jouer un petit peu en disant, bah attends, du coup, ok, si je dois les payer de ma poche, en fait, ça veut dire que les 50 000 € que j'ai fait là, c'était pas 50 000 € hors taxe, c'était 50 000 € TTC. TTC, ouais. Donc ça, c'est hyper important, puisque je rappelle que le chiffre d'affaires, par définition, c'est hors taxe. Donc ça veut dire qu'en fait, je vais pouvoir recontacter l'URSSAF et dire, bah écoutez, je me suis trompé, en fait, mon chiffre d'affaires, c'était pas 50 000, c'était un peu moins que ça, c'était voilà, 47 000 et des poussières, parce que du coup, en fait, il faut que j'enlève cette fameuse partie TVA. Du coup, ça va légèrement diminuer les cotisations URSSAF et ça va diminuer aussi la TVA que j'ai à verser, parce que du coup, elle sera plus calculée sur les 50 000, mais elle sera calculée sur 40 000 et des poussières. Ouais. Donc, ça permet du coup de payer un peu moins de TVA, un peu moins d'URSSAF, et donc, quitte à le payer de sa poche, évidemment, autant le payer le moins possible. Mais comme tu dis, on rentre dans les petites nuances de complexité qu'on ne peut pas forcément mesurer quand on fait seul, surtout
Ça, c'est quand on clair. a cette situation hyper inconfortable. Enfin, moi, je me souviens émotionnellement de me prendre. Et du coup, je vais partager mon petit exemple. En fait, j'avais fait une erreur dans ma déclaration de 2021 où j'avais confondu un acompte avec le paiement complet que j'avais fait pour ma TVA. Et du coup, 2 ans plus tard, ils se sont rendus compte aux impôts que j'avais fait cette erreur et qu'en fait, je devais 3 000 € de TVA en plus que je n'avais pas réglé. Et ça, c'est 2 ans plus tard que ça me rattrape. Et émotionnellement, sur le coup, j'étais trop pas bien, quoi. J'étais pas en train de me dire, ah oui, mais du coup, je peux faire telle manigance avec l'URSSAF. Non, Enfin, en j'avais, général, tu paniques et tu te demandes comment voilà, régler au plus vite, peu importe ce que Et- ça te coûte, en fait. C'est ça qui... exactement. Et En j'ai pas général, tu commences l'espace à faire les mental. calculs. Donc, c'est ça. Tu commences à Donc, faire les calculs en disant, est-ce que je vais devoir arrêter ou pas? Comment je peux faire? Qui peut m'aider? Et justement, là aussi, tu paniques parce que bah, nous, tu vois, Super Indep, on est malheureusement assez peu visible pour l'instant. Et du coup, en plus, quand tu cherches de l'aide sur ces sujets-là, tu trouves personne, quoi. Parce que du coup, tu bah vas ouais, appeler les comptables, ils vont dire, bah non, on fait pas les auto-entreprises. Ou alors, on veut bien gérer votre comptabilité, mais pas 2 ans en arrière parce qu'on a autre chose à faire. Donc voilà, vraiment cette problématique-là particulière, à part nous aujourd'hui, très très difficile de trouver des gens qui peuvent vous accompagner là-dessus, quoi. Et ouais, c'est un vrai sujet de fond. Et alors, ce que tu disais par rapport aux échanges qu'il y a avec eux, c'est fondamental aussi parce que, mais si vous reprenez le début de l'épisode, tout se tient en fait, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, concrètement, la TVA, c'est juste pas fait pour les auto-entrepreneurs. Et c'est pas adapté en termes de site, c'est pas adapté en termes d'échange, il n'y a rien du tout qui est adapté. Le site des impôts pro, on en parlera sûrement après, c'est une catastrophe, mais c'est une catastrophe pourquoi? Parce que en fait, c'est pas du tout prévu que vous et moi on aille dessus. Ce qui est prévu normalement, c'est que éventuellement des comptables via leur logiciel de comptabilité fassent des déclarations de TVA dessus. Mais que vous et moi, on aille à la mine aller se faire des déclarations, ok, ils l'ont prévu parce que du point de vue de la loi, ils sont obligés de le prévoir, mais c'est pas du tout fait pour quoi. Et donc ouais. autant l'URSSAF, ils ont fait un gros effort. Alors c'est loin d'être génial aussi, hein, mais en gros, vous avez le site des impôts particuliers qui est là en termes de qualité du X, pour vous donner une idée. Vous avez le site de l'URSSAF, auto-entrepreneur qui est là. Et vous avez le site des impôts qui ne peut même pas apparaître sur la vidéo tellement c'est catastrophique. Et donc, tout ça pour dire que l'URSSAF, auto-entrepreneur, ils ont quand même réfléchi au début. Ils se sont dit attention, l'URSSAF c'est un peu compliqué, il faut qu'on simplifie le truc et tout pour les auto-entrepreneurs, que ce soit plus adapté. Ils sont beaucoup plus compréhensifs. Quand vous ne pouvez pas payer, vous pouvez demander des fois des étalements sur 36, j'ai vu des étalements sur 48 mois pour l'URSSAF. Ouais. Euh, Ça n'a rien à voir. Alors que la TVA, effectivement, vous arrivez. Et donc, c'est très important de savoir ça parce que, en gros, comme tu as dit, au mieux, vous aurez 2, allez, 3 mois d'étalement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que de toute façon, c'est géré localement. Donc, vous pouvez aussi bien tomber sur un SIE qui vous dit non, il n'y aura pas d'étalement, que sur un SIE qui vous dit allez, ok, 3 mois, mais de toute façon, c'est le max. Ouais. Euh, et dans tous les cas, ça pique énormément. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir réfléchi en fait à la stratégie. Et comme tu dis, le problème c'est qu'on n'a pas l'espace mental, donc il faut vraiment se faire accompagner à ce moment-là. Il faut avoir réfléchi à comment on va le gérer parce que si par exemple on n'a pas la trésor et qu'il faut attendre que des clients nous payent, bah, il faut surtout pas commencer par prévenir les impôts en disant ah au fait je me suis gouré, il va falloir que je paye. Et il va falloir au contraire temporiser en Jusqu'à disant avoir la trésor de côté, ouais. voilà, le temps de récupérer la trésor. Donc ça, c'est un truc qu'on fait souvent aussi pour le client. En gros, on lui dit, bah, tu nous donnes ton feu vert quand tu as bien récupéré la trésor, mais nous, on ne prévient pas les impôts avant parce que dès qu'on va les prévenir, dans les quelques semaines qui suivent, ils vont demander de payer. Et même si on Ouais. demande un étalement, au mieux, on aura quelques mois. Au pire, ils vont carrément refuser. Ouais. Et ça soulève un point que je te propose qu'on écoute là. On va passer tout de suite au témoignage de Kevin sur ce point spécifique de discussion avec l'État, comment ça se passe. Ça relève du fait que toute la responsabilité, comme tu le disais tout à l'heure, elle est mise sur les entreprises, c'est-à-dire sur nous en tant que freelance et indépendants, pour dire au moment où on a dépassé le seuil, pour aller faire notre demande de numéro. Il n'y a rien qui est automatisé. C'est pas genre ils checkent les chiffres d'affaires en fonction de l'URSSAF et ils le font tout seuls. C'est à toi de le faire. Et si tu le fais pas, bah, plus tu attends, plus tu te prends de pénalité. Donc je te propose qu'on écoute Kevin qui parle de cette gymnastique pour passer et prendre son numéro de TVA. Et en fait, c'est surtout intervenu lors de la déclaration trimestrielle, en fait. Et c'est là, en fait, où j'avais pas vraiment calculé que j'allais dépasser, que j'avais même dépassé, en fait, ce seuil à ce moment-là. Et du coup, je me suis un peu retrouvé sur le fait où, où je me rends compte, en fait, que bah, y a la déclaration trimestrielle, mais la TVA, elle, se base sur le côté mensuel. Et là, du coup, en fait, j'avais du coup des mois de retard. Donc, du coup, là, j'avais dépassé, je devais être à 38 000 ou 38 500 du coup, lors de ma déclaration du trimestre. Et du coup, voilà, là, je me rends compte que je suis obligé de passer là-dessus. Donc,
je vais créer mon compte sur impôts.gouv, mon compte pro. Ce qui fait que je génère un compte pro. Je l'avais déjà fait dans une SARL précédemment, donc je savais que c'était comme ça qu'on récupérait, qu'on pouvait gérer sa TVA. Là, du coup, je rentre toutes mes informations, SIRET, SIREN, etc. Je reçois par la poste mon code d'activation de mon espace d'impôt. En plus, la boîte est domiciliée chez mes parents, donc bon, voilà, faut que j'aille le récupérer, etc. C'est un peu une galère. Et du coup, quand je récupère ça, quand je rentre le code, j'active mon compte. Et là, je veux faire ma déclaration. Donc, je veux faire ma déclaration des 3 derniers mois, voire 4 derniers mois, du coup, parce qu'il y a un mois avait s'était passé entre-temps, le temps de recevoir tout ça. Et du coup, là, ça marchait pas. Là, en gros, on m'annonce, c'est écrit, votre statut juridique ne permet pas la déclaration de TVA. Donc, je dis: «OK, bon, c'est galère». Donc en fait, je me rends compte qu'il y a rien qui est automatique. Donc là, je me renseigne un peu, je regarde, il y a des podcasts, il y a, des articles dans des blogs qui expliquent heu, que, qu'il faut demander aux impôts, que ça prend un certain temps et surtout, qu'on peut se faire rattraper et payer des amendes et cetera si on le fait pas. Donc voilà. Donc là, j'identifie, le centre des impôts auquel je suis affilié, donc qui est à côté de chez mes parents. Je trouve, l'email de contact, enfin surtout carrément le formulaire de prise de contact. Donc là, j'ai demandé, j'ai parlé, enfin j'ai fait une demande par mail. Au final, on me prend un rendez-vous, donc sur un slot, 3-4 jours après. Et là, du coup, j'ai eu le coup de fil qui a été organisé avec, la personne en charge, au centre des impôts. La personne dit qu'en gros, il faut, leur demander pour créer, ça. Elle dit qu'elle va faire, elle va faire la manipulation. Elle me demande, voilà, est-ce que je veux déclarer mensuellement, ou pas et cetera. Les différents types de TVA. Donc il y a aussi, la déclaration annuelle. Donc là, je choisis mensuel. Elle me renvoie un papier par mail que je dois, signer, puis renvoyer. Accusé réception, voilà, de tout ça, comme quoi j'atteste que je veux passer au j'ai dû écrire une phrase, je sous-signé, veux passer sur le régime, général. C'était une phrase hyper précise, un peu, voilà, si elle me l'avait pas dit, j'aurais jamais trouvé. Et voilà, je lui envoie ça. Je crois qu'une semaine après, ça a été validé. Et du coup, je me retrouve avec, le même espace, impôts.gouv pro que j'avais validé, mais qui cette fois-ci me permet de faire une déclaration. Mais du coup, j'ai 3 mois de retard. Du coup, je me suis rebasé sur les dates de paiement pour faire mes déclarations, donc pile poil à partir du moment où j'avais dépassé le seuil. Et là, j'ai pu les déclarer en retard. La personne des impôts, pour le coup, m'avait prévenu qu'automatiquement, j'allais avoir des pénalités et que j'allais devoir, la contacter. Et c'est ça que du coup, tu as reçu des lettres après en mode mise en Ouais, demeure, vous avez des pénalités à régler et ainsi de suite. C'était comment de recevoir ça? Parce qu'après, du coup, ce que je comprends, c'est que tu étais au courant, ouais, mais ça se trouve, tu aurais pu les recevoir sans être au courant. C'est pas forcément ouais, incroyable de recevoir ce genre de truc chez soi, quoi. ouais. Non, Chez ses parents en c'est plus. ça. Mise en demeure, c'est sympa. Heu, Ouais, grave. Qu'est-ce que t'as fait, Kevin? Qu'est-ce que tu as encore fait? Non, bah, du coup, voilà, j'étais au courant, enfin, rapidement. Elle m'a juste dit qu'il y aurait une manip à faire et qu'il faudrait lui faire une demande de remise gracieuse, des pénalités de retard, et que ça allait être fait un peu, automatiquement. Voilà. Donc du coup, je reçois ça. Bien sûr, je le reçois chez mes parents. J'y vais pas tous les jours. Du coup, donc il y avait la première les premières lettres qui étaient envoyées, donc du coup, il y en avait 3 ou 4 parce qu'il y en a une par mois avec une pénalité, de 10 je crois. Et du coup, je reçois ça, 2 semaines plus tard, je suis pas encore allé récupérer, je reçois encore une mise en demeure supplémentaire où là, il y a vraiment une date, de règlement à faire. Voilà. Et du coup, bon, bah, du coup, je renvoie un mail à cette personne des impôts et je lui demande cette remise gracieuse, des pénalités de retard et du coup, il m'annule ça. Moi, m'a pas mal touché quand j'ai discuté avec Kevin, c'est que j'ai aussi reçu ces fameuses lettres de mise en demeure. Aussi chez mes parents, c'est ma mère qui les recevait, qui me les envoyait en photo, en mode «Oh, t'as encore des bêtises qui t'arrivent?»
Et dans le wording, dans la manière dont c'est écrit, il y en a certaines, ça change un peu en fonction, mais il y en a certaines, tu as l'impression, le lendemain, ils débarquent chez toi pour prendre ton canapé, ta télé, et C'est prendre leur dû, tu vois. Et c'est hyper c'est intense, je trouve. extrêmement menaçant, c'est extrêmement anxiogène. Et c'est justement la promesse de Super Indep, c'est que bah, quand tu es chez nous, tu vas pas recevoir ce genre de courrier. Ou si tu vas aller recevoir, au moins tu seras prévenu, parce qu'on va te dire, bah oui, là on vient de faire des déclarations en retard. Et autant ils n'ont rien automatisé dans leur système, sauf les relances de pénalité, C'est ça clair. c'est automatique. Et alors non seulement c'est automatique, mais en plus, même si tu les préviens, ils peuvent pas l'annuler. Parce que nous, du coup, Ouais, on leur dit, bah, on dit, bah, de toute façon, vous le savez, vous nous dites que ça va pouvoir être remis, autant les annuler tout de suite. Ah bah non, on peut pas parce qu'en fait, c'est un service indépendant. Ah bah, génial. ouais, L'important, c'est que ça fasse du travail à tout le monde. Donc, c'est pour ça, du coup, qu'en fait, on reçoit des pénalités, effectivement, qui sont automatiques et des relances aussi automatiques, effectivement, tous les mois. Donc, au début, c'est 5% de pénalité, après 10, après 15. Et effectivement, c'est de plus en plus menaçant. Donc, après, on reçoit un accusé de réception. Et donc, ça, pour l'anecdote, parce que je suis quand même le CEO d'une boîte qui gère de la comptabilité pour des freelances. Et moi, j'ai reçu un accusé de réception de l'URSSAF, pas plus tard que cette semaine, qui me réclamait encore 2500 € liés à la fermeture de mon EURL. Et j'ai vraiment, enfin voilà, je dis, voilà, juste, c'est insupportable parce que j'ai envoyé, mais je leur ai renvoyé des captures d'écran en mode arrêtez de vous foutre de ma gueule, quoi. Je leur ai envoyé genre une dizaine de mails à la clôture de mon EURL en disant ok, combien je dois, machin. Ils m'ont donné un chiffre, j'ai tout payé. J'ai dit est-ce que vous me confirmez que le solde est à jour? Oui, oui, pas de problème. D'ailleurs, ouais, je me suis reconnecté sur mon compte URSSAF, ça me dit toujours oui, oui, pas de problème. Et là, les mecs, personne te prévient, personne t'appelle. Et mon entreprise, elle a été clôturée en octobre dernier, hein. ouais, Et après, j'ai ouvert une micro-entreprise. Et ben, 6 mois plus tard, tu reçois un putain d'accusé de réception qui te réclame des milliers d'euros, alors même que tu as été proactif, que tu as fait la démarche, bref. Donc, c'est des courriers qui sont anxiogènes, qui sont juste, voilà, je parlais d'empathie tout à l'heure, c'est tout sauf empathique. Encore une ouais. fois, c'est pas fait pour être adressé à des êtres humains, en fait, c'est juste, voilà, c'est juste une machine qui parle à une autre machine qui dit, ah bah tiens, les chiffres correspondent pas. Bon, voilà. Ouais. Et ça, ouais, c'est dur à recevoir, je pense, parce qu'encore une fois, tout à l'heure, on a utilisé le terme espace mental. En fait, moi, toutes les discussions que j'ai avec les personnes qu'on accompagne dans nos formations, nos programmes et tout, il y a tout le monde qui a cette frustration de je veux juste pouvoir me concentrer sur mon métier, sur ce que j'aime faire et délivrer les trucs pour mes clients. Et il y a Évidemment. tellement d'autres choses qui viennent par-dessus pour parasiter ça. Et ça, c'est malheureusement presque la goutte qui fait déborder le vase à chaque fois quand tu reçois ce genre de truc. Et là, tu disais, toi, c'est en C'est octobre. ça. Moi, c'est 2 ans après la fermeture de ma boîte. Tu vois, ça Ouais, c'est ça. continue. Non, mais c'est horrible. Enfin, fermeture de ma micro-entreprise pour le coup. Et, Mais et alors l'autre truc donc c'est que autant ils n'ont pas automatisé donc les seuils. Bah, alors c'est vrai que souvent les gens nous posent la question, ils disent bah de toute façon je déclare mon chiffre à l'URSSAF donc ils doivent le savoir que j'ai dépassé. hmm, Alors oui ils peuvent le savoir, mais c'est pas pour autant qu'ils automatisent quoi que ce soit. En fait il faut bien comprendre que dans leur tête, ce que vous considérez comme les organismes sociaux qui nous cassent les pieds, pour eux c'est des choses bien différentes. Il y a ouais, l'URSSAF qui gère la santé, la retraite, la maladie, ok. Et puis, il y a la TVA qui gère les impôts. Et même au niveau hmm, des impôts, il y a encore deux équipes. Il y a l'impôt des particuliers, donc ça, c'est votre fameux impôt sur le revenu, et il y a l'impôt professionnel qui va, donc il y a tout ce qui est impôt sur les sociétés qui, pour le coup, ne concerne pas les auto-entrepreneurs, heureusement. Mais par contre, ce qui va concerner les auto-entrepreneurs, c'est la partie TVA et CFE qui va vouloir gérer avec cet organisme-là. hmm, Et donc, ces gens-là ne parlent juste jamais ensemble, sauf une fois tous les 5-6 ans en faisant les fameux contrôles fiscaux, où là, ils vont prendre les chiffres d'un côté, vont dire, tiens, il y a machin qui m'a déclaré ça aux impôts, et toi, il t'a déclaré quoi? Ah ben moi, il m'a pas déclaré pareil. Ah ben on va lui envoyer un petit courrier alors. hmm, Et voilà. Et donc sans ça, prévenir. de plus en plus, on envoie des clients. Et alors, il y a deux types de contrôles en particulier. Donc il y a ces contrôles de cohérence entre ce que vous déclarez en termes de revenus et à l'URSSAF et aux impôts pro. Et s'ils voient un décalage ou s'ils voient que vous avez déclaré, vous avez dépassé le seuil de TVA sans passer à la TVA, vous recevez un courrier des impôts pro, pareil, hein, absolument inhumain, qui vous dit bah écoutez, on a regardé le calcul, c'est simple, vous nous devez 20% de votre CA depuis 3 ans, donc voilà, vous nous devez des chiffres en dizaines de milliers d'euros, ça leur pose aucun problème. Ouais, Et de la même façon, en fait, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est envoyé par l'URSSAF, c'est assez, enfin, c'est complètement déshumanisé et c'est vraiment très dommage, quoi. hmm. Et du coup, ce que j'aimerais bien faire là, c'est simplement un peu résumer
les étapes par lesquelles il faut passer, parce que Kevin l'illustre super bien dans son témoignage pour prendre son numéro de TVA quand on passe le seuil, ou même plus tôt parce qu'on se dit c'est pertinent de le faire maintenant parce que je vais passer le seuil le mois prochain ou dans 2 mois. Donc la démarche, c'est pour le faire, vous devez identifier à quel centre des impôts vous êtes affilié. Donc moi, par exemple, j'habite en Corrèze, donc c'est celui du Limousin. Mais ma micro-entreprise était domiciliée chez ma mère en Dordogne, donc c'est pas celui de Brive, c'est celui de Périgueux pour mon ancienne micro-entreprise. Donc je discute avec les gens de Brive pour ma société, mon SAS maintenant. Je discute encore avec les gens de Périgueux pour ma micro-entreprise fermée il y a 2 ans. Et aussi avec les gens de Paris, parce que ma micro-entreprise a été domiciliée à Paris pendant 2 ans, pendant son existence. Donc j'ai 3 centres des impôts pour des raisons différentes. Donc il faut identifier auxquels vous êtes affilié, leur envoyer un message pour leur demander un numéro de TVA et passer à la TVA. Et là, vous allez devoir choisir soit une déclaration mensuelle, soit une déclaration annuelle avec un système d'acompte. Est-ce que tu peux nous expliquer cette dimension-là, s'il te plaît, Emile? Ouais. Alors juste avant de bien expliquer effectivement ça, je vais rebondir donc sur le fait que l'autre truc qu'il a dit aussi, c'est que ça prend du temps. C'est pour ça qu'il faut Oui, anticiper un peu. Parce qu'en fait, pour le temps d'activer votre TVA, ça va prendre 1 ou 2 mois facilement. Et encore, il n'a pas parlé d'un autre truc qui est le compte bancaire. On parlera peut-être après, mais c'est souvent un gros sujet aussi. ouais, Donc, il faut anticiper un petit peu la situation. Et effectivement, le plus simple, parce que lui, c'est vrai qu'il est allé assez loin, il est allé jusqu'à les voir physiquement et tout. Mais en fait, le plus simple, c'est de créer votre compte professionnel des impôts. Donc, quand vous allez sur Impôt Group, vous avez particulier, vous avez professionnel. Et là, en fait, vous pouvez créer votre compte. Et ce qui prend du temps, c'est que quand vous créez votre compte, ils vont vous envoyer un courrier avec les fameux codes dont il parlait, donc qui arrive au siège social de votre société. Donc, si c'est pas chez vous, effectivement, il faut bien y penser. Et ça prend toujours du temps. Et une fois que vous avez ces codes, vous devez les rentrer sur le site pour que ça vous donne accès au site, justement. Et sur ce site, vous pouvez notamment activer la messagerie. Et là, mm, c'est très pratique parce que justement, vous pouvez utiliser cette messagerie. Et comme ils connaissent votre sirène, en fait, ça envoie automatiquement le message au bon SIE. Et ça vous évite de devoir trouver. Voilà. Donc, nous, mm. c'est ce qu'on fait pour nos clients quand on fait des activations de TVA. On leur fait créer ce compte pro des impôts. D'ailleurs, même s'ils ne sont pas à la TVA, on leur dit toujours de le créer. Parce qu'encore une fois, c'est utile, ne serait-ce que pour la CFE. Et dans tous les cas, comme on le voit, c'est utile si on veut échanger avec son service des impôts. Et du coup, on leur fait systématiquement créer ce compte et passer à la messagerie. Et créer la messagerie. Donc ensuite, effectivement, ces histoires de qu'est-ce qu'on a comme option pour la TVA. En vérité, il y en a 3. Il y a mensuel, trimestriel et ce qu'ils appellent, donc ce que tu as appelé annuel, eux, ils appellent ça le régime simplifié. Oui, Je ne cesse de répéter qu'il est tout sauf simplifié. En fait, il est ouais, c'est simplifié, pire. mais de leur point de vue, pas du Ouais, vôtre. Nous, franchement, voilà, aujourd'hui, on a plus d'1 millier de clients chez Super Indep et les plus grosses erreurs qu'on voit, que ce soit en termes de montant ou en termes de gravité du problème, c'est justement les gens qui font le moins de déclarations. Parce qu'en fait, moins vous en faites et plus vous faites des erreurs énormes et qui déclenchent des majorations énormes. Donc, le régime mensuel, c'est ce qu'on appelle le régime normal mensuel. Et donc, vous pouvez payer votre TVA tous les mois, et c'est franchement ce qu'il y a de plus sain, parce qu'au moins, tous les mois, vous payez tout ce que vous avez. Et là encore, tu vois, maintenant que tu es en SaaS, tu vois que c'est un peu chiant de faire les calculs par rapport à ta rémunération, machin, c'est indexé sur ce que tu t'as gagné les 2 dernières années, bref, c'est un gros bordel. En micro, tu as cette chance incroyable de pouvoir payer tous les mois à l'URSSAF, à la TVA et même aux impôts, puisque tu es aussi mensualisé au niveau des impôts, tout ce que tu dois. Donc c'est génial parce qu'en fait, tous les mois, tu as payé tout ce que tu dois du mois ouais. précédent. Et ça, c'est une chance incroyable dont on ne se rend pas compte souvent quand on est auto-entrepreneur parce que souvent, on n'a pas eu d'autres statuts. Mais en fait, c'est vraiment très important et c'est hyper intéressant de pouvoir en profiter. Ouais, Bon. parce que du coup, on s'évite ce que tu disais, que ce soit tout d'un coup des gros montants, et on minimise et on lisse le risque mois après mois plutôt que Voilà. d'avoir un gros risque annuel, quoi. Il vaut bien mieux se tromper sur une déclaration à 1 000 € que sur une déclaration annuelle à 10 000 €, très clairement. Ouais, Après, il y a une autre option qui est trimestrielle, donc ils appellent ça le réel normal trimestriel. Et dans ce cas-là, le truc, c'est que par contre, cette option, elle est possible que si vous collectez moins de 4 000 € de TVA par an. Donc voilà, suivant l'activité, c'est possible, mais si vous êtes en dessus de ça, normalement, vous êtes obligé d'avoir un autre régime. Et le fameux régime simplifié d'imposition, lui, accrochez-vous, il consiste à payer un premier acompte en juillet de ce que vous avez encaissé entre janvier et juin, sachant que vous avez le choix entre déclarer au réel, c'est-à-dire déclarer ce que vous avez réellement encaissé en TVA de janvier à juin, ou vous avez la possibilité de déclarer un acompte, qui est un pourcentage de ce que vous avez gagné l'année d'avant. Et s'il n'y avait pas d'année avant, c'est un forfait.
Et donc, vous avez ce premier acompte en juillet et vous avez un second acompte en décembre. Donc, du coup, typiquement, il y a plein de gens comme toi qui se font avoir parce qu'ils disent c'est bon, je l'ai payé ma TVA maintenant. Non, en fait, tu l'as toujours pas payé. Tu as juste payé des acomptes. Tu as payé de janvier à juin. Le second acompte, il va de juillet à novembre et tu le déclares en décembre. Donc là, même histoire. Soit tu déclares au réel, soit tu déclares un acompte un pourcentage par rapport à ce que tu as gagné l'année d'avant. Et ensuite, tu fais la déclaration finale, ça s'appelle la déclaration rectificative, le CA12, que tu déclares du coup avant avril de l'année suivante. Donc en avril de l'année suivante, il faut déclarer. Donc si tu as tout déclaré au réel, c'est simple. Premier acompte, tu as déclaré ce que tu as encaissé de janvier à juin. Deuxième acompte, tu as déclaré ce que tu as encaissé de juillet à novembre. Et sur la dernière, tu vas juste déclarer ce que tu as encaissé en décembre. Même comme ça, tu vois, c'est dur à comprendre, mais c'est la façon la plus simple d'utiliser le régime simplifié. Ou alors, tu as juste payé des acomptes de l'année d'avant. Et là, du coup, c'est un peu le bordel parce que sur ta déclaration finale, tu dis, en fait, j'ai payé un premier acompte de 1000 alors que peut-être je devais 3000. La deuxième fois, j'ai payé un acompte de 1500 alors qu'en fait, je devais 1000. Du coup, au final, tu fais tes opérations pour savoir combien tu dois payer sur la régularisation finale. Le reste à payer, quoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a été fait pour les comptables, tout simplement. Pourquoi ? Parce que ça tombe au moment des bilans comptables et qu'en fait, la TVA qui est très simple à suivre quand vous êtes auto-entrepreneur, modulo ce qu'on vient d'expliquer, en tout cas, elle est beaucoup plus simple à suivre typiquement que dans une PME. Imaginez une PME qui vend tout un tas de petits services, etc. En fait, c'est très compliqué pour elle, mois par mois, de savoir exactement où elle en est en termes de trésor, en termes de TVA. Et donc, plutôt que de se faire chier exactement tous les mois à devoir sortir la TVA exacte, ils ont cette souplesse de pouvoir proposer des acomptes en fonction de ce qu'ils ont gagné l'année précédente, parce que souvent ils ont des CA qui bougent pas trop. Ça leur permet du coup de payer quelque chose sans avoir à faire un calcul exact. Et pourquoi en avril ils peuvent donner la valeur exacte ? Parce qu'à ce moment-là, ils ont leur bilan comptable. Sur le bilan comptable, ils connaissent la valeur exacte de la TVA collectée. S'ils ont trop payé, ils vont récupérer de l'argent. S'ils n'ont pas assez payé, ils vont payer ce qu'ils doivent. Donc c'est franchement pas fait pour les auto-entrepreneurs. Et le problème, c'est que si vous dites juste à votre service des impôts, je veux passer à la TVA et que vous ne précisez rien, il est à peu près certain qu'ils vont vous mettre dans ce régime simplifié, parce qu'en fait, c'est le régime le plus répandu. Ouais, et puis c'est trompeur comme sujet, parce que moi, je me souviens quand j'ai fait ma demande, j'ai reçu un mail en retour où on me demandait est-ce que vous préférez le régime réel normal ou le régime simplifié ? Et donc, moi, dans ma petite tête de personne qui n'était pas assez renseignée à l'époque, j'ai dit évidemment, je veux le régime simplifié. Merci beaucoup, monsieur. Ça semble logique. Ça semble logique. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que avec ce système d'acompte, encore une fois, dans ma naïveté, je me suis dit, ça va être prélevé automatiquement, un peu comme l'URSSAF vient se servir dans mon compte, un peu comme les impôts viennent se servir dans mon compte, et j'ai rien à faire. Et en fait, j'ai fait cette erreur maintes et maintes fois encore, de louper les dates des acomptes, et donc de me prendre des pénalités, sachant que je savais pas que je pouvais demander à ce que les pénalités soient enlevées. Donc en bon citoyen, j'ai réglé mes pénalités, et j'ai pas calculé exactement, mais je pense que ça s'élève encore une fois à plusieurs milliers d'euros de pénalités que j'ai payées avec toutes mes années d'être en micro-entreprise. Et bref, donc il y a tout ce sujet-là, et je me suis rendu compte, et c'est un sujet dont je voulais parler, c'est que la raison pour laquelle c'était pas prélevé et que je devais le faire manuellement, faire un virement, c'est que j'avais pas une banque pro, et que ma banque bloquait le mandat de prélèvement à chaque fois, peu importe ce que je faisais. Et je pense que je leur ai redemandé bien 4-5 fois de faire passer le mandat pour la TVA. Et c'est jamais passé parce qu'ils disaient oui, il vous faut un compte pro. Enfin bref, à chaque fois, je devais faire l'opération manuellement. Et en étant débordé, je l'ai loupé beaucoup trop de fois, quoi. Yes. Alors pour être tout à fait précis en fait sur ce sujet, c'est pas un compte pro qu'il faut, c'est un compte qui supporte les prélèvements B2B. Ce sont des prélèvements du coup entre professionnels. Et du coup, évidemment, la plupart des banques, tant qu'à faire, ne vendent ces options que sur leur compte pro, parce que ça leur permet justement de vendre les fameux comptes pro. Le truc qui est un peu compliqué pour eux, c'est qu'ils n'ont pas le droit de vous imposer un compte pro par rapport à une activité d'auto-entrepreneur. Ils n'ont pas le droit légalement. Mais par contre, ils ont tout à fait le droit du point de vue de leur entreprise. Et malheureusement, la plupart des banques traditionnelles le font. C'est-à-dire que dans leur CGV et leur CGU, donc dans leurs conditions générales, ils peuvent très bien mettre, si vous êtes entrepreneur, si vous avez un SIRET, vous n'avez pas le droit d'utiliser un compte classique. Et ça, légalement, ils ont le droit de le faire, même si légalement, vous n'êtes pas obligé normalement de prendre un compte pro pour votre activité. Ouais. Mais du coup, effectivement, ce qui se passe, c'est que ces fameux prélèvements B2B,
Tout ce qui est néobanque en ligne, etc., en général, ça passe pas. Tout ce qui est banque à l'étranger, N26, etc., vous pouvez oublier. Et, et par contre, au niveau des banques classiques, pour le coup, la plupart des comptes traditionnels supportent ces prélèvements B2B. Sauf que souvent, c'est un peu tricky parce que quand vous leur envoyez le mandat en disant bah tiens, il faudrait autoriser les prélèvements de TVA, bah souvent ils vous répondent ah mais du coup c'est un compte pro, bah du coup il faudrait passer Ouais. sur un compte pro. Bref. Donc c'est toujours un peu compliqué. Mais en tout cas, ce sujet c'est ça. Et là, clairement, enfin, encore une fois, nous c'est une très grosse partie de notre métier chez Super Indep de gérer des déclarations de TVA. Les principales majorations qu'on reçoit, c'est à cause d'échecs de paiement. Et les échecs de paiement, c'est à peu près systématiquement ces histoires de mandat. Parce que Ouais. même quand on le dit à nos clients, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mandat, donc il faut le rentrer sur le site. Il faut cliquer sur le bouton éditer. Là, ça vous ouvre une fenêtre dégueulasse où il faut valider le mandat, le télécharger et l'envoyer à votre banque. Et tant que vous n'avez pas fait tout ça, et de l'autre côté, du coup, il faut que votre banque le saisisse correctement et que ce soit bien autorisé. Tant que tout ça n'a pas été fait, eh ben, ça échoue. Et comme vous le voyez, du coup, ça a plein de raisons potentiellement d'échouer. Soit parce que vous n'avez pas édité le mandat, soit parce que vous n'avez pas, quand vous l'avez envoyé à votre banque, c'est peut-être trompé. Ça nous arrive plusieurs fois. Des fois, ils se trompent d'une lettre, ils remplacent des O par des zéros, des trucs comme ça. Du coup, le mandat, on met 6 mois à comprendre pourquoi il ne marche pas. Bref, donc c'est assez insupportable. Et pourquoi? Parce que on parlait des pénalités tout à l'heure. Les premières pénalités, elles sont à peu près systématiquement toujours, ils sont à peu près systématiquement toujours OK pour vous les remettre. Mais là encore, il faut bien comprendre que c'est géré localement. Donc, Shane, par exemple, qu'on a entendu au début, bah, malheureusement, lui, il n'a pas eu sa remise de pénalité. Donc, en plus de tout ce qu'il a eu à payer, bah, il a eu à se taper 700 balles et des poussières de pénalité. Donc, c'est bien relou. Euh, mais la plupart du temps, quand même, au niveau de nos clients, à 95%, la première demande de remise, elle est systématiquement accordée. Par Ouais. contre, les suivantes, la plupart du temps, elles ne le sont pas. Donc, même si tu vois, dans ton cas, en fait, tu disais, je ne savais pas que je pouvais demander les remises. Bah, effectivement, tu aurais peut-être pu en demander une ou deux, mais après, tu aurais dit, bah, écoutez, c'est bon, maintenant, vos histoires de mandat, on vous a prévu une fois, deux fois. Maintenant, vous n'êtes toujours pas capable de valider votre mandat, c'est pas notre problème à nous, donc les pénalités, vous les payez quand même. Donc, Ouais. vraisemblablement, tu en aurais quand même payé pas mal, quoi. Oui, 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 c'est clair. Mais j'aurais bien aimé en éviter une ou deux, comme tu le dis. Voilà, Ça aurait déjà une été ou plutôt deux, bien. et après, en plus, bah, de toute façon, nous, typiquement, bah, du coup, on recommande des comptes bancaires qui permettent de supporter ça, qui coûtent moins de 10 balles par mois et qui font très bien le boulot, quoi. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a une thématique qui ressort de toute notre conversation là, c'est qu'il y a une compétence hyper importante à développer qu'on peut déléguer, mais que beaucoup d'indépendants ne font pas au début, euh, souvent pour minimiser les charges de leur entreprise. C'est la compétence de suivi et de gestion financière, de savoir qu'est-ce que j'ai encaissé, qu'est-ce que j'ai déboursé, à quel moment je dois déclarer quoi, etc., etc. Et ça, c'est pas une science exacte et c'est pas évident à faire. Et je pense que souvent un truc, c'est qu'on se dit ah mais ça tranquille, moi j'aime bien les chiffres, j'ai mon Excel, je suis bien les trucs. C'est typiquement même là où on peut faire des erreurs, et c'est le cas de Megan que je te propose qu'on écoute, qui a fait une erreur notamment parce qu'elle a lancé un deuxième projet. Donc je vais le préciser parce qu'au début de son témoignage elle le dit pas, mais Megan elle avait son entreprise en freelance et elle a créé un nouveau projet avec un partenaire qui est une boîte qui s'appelle Marketing Flow. Et au début, pour valider le truc, plutôt que de recréer une structure et de créer une boîte parce qu'ils ne savaient pas si ça allait marcher, ils ont juste facturé avec la micro-entreprise de Megan. Et c'est là où les ennuis commencent. Et je te propose qu'on écoute son témoignage là-dessus. En fait, j'ai commencé à être freelance en 2019 ou 2020, non 2019. Et en 2020, on a commencé à lancer Marketing Flow à partir du mois de septembre, donc voilà, fin d'année. Et du coup, bah, moi, j'avais mes clients freelance, tout se passait bien. Je savais qu'il y avait un palier de TVA à pas franchir, enfin un palier au-dessus duquel il fallait pas passer en termes de chiffre d'affaires, sinon on allait devoir facturer la TVA et ça me paraissait une montagne insurmontable. Donc je m'étais dit: «Je vais tout faire pour pas passer ce palier». Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a lancé Marketing Flow avec mon associé Pierre, cette même année. Et bah, j'avais pas prévu que Marketing Flow prenne aussi vite, d'avoir, des retours aussi rapidement. Et comme Pierre, lui, était déjà, au-dessus du palier de TVA, on s'était dit: «Autant que je prenne sur ma micro-entreprise au début, comme ça on facture pas la TVA, c'est plus simple, voilà, pas compliqué». Je reçois, de l'argent sur ma micro et je gère, de toute façon, voilà, je me débrouille, avec mes chiffres et ça va le faire, quoi. J'étais confiante, hein, maxi confiante. J'avais un tableau Excel où j'avais chaque mois le nom de tous mes clients, combien je facturais hors taxe,
Et du coup, j'avais une petite case où je mettais à envoyer la facture, enfin, il faut envoyer la facture, à payer, en attente de paiement. Enfin bref, j'avais tous ces statuts-là. Et chaque mois, à la fin du mois, je faisais ma compta de tout le mois. Je me disais, bon, bah, tel client, il faut que je lui envoie une facture de temps, tel client, une facture de temps. Une fois que j'avais fait la facture sur Canva, à l'ancienne, tu vois. Une fois que j'avais fait ma facture sur Canva, je l'envoyais par mail et je cochais la petite case facture envoyée, il doit être payé, etc. Et à la fin, j'avais une somme qui me disait le total de tout ce que j'avais facturé depuis le début de l'année. Et je me disais, il faut pas que ça dépasse les 37 000, je sais plus combien c'était, 37 ou 38 000 euros au-dessus duquel tu dois faire facturer la TVA, quoi. Et du coup, ouais, j'étais assez sereine parce que moi, je suis quelqu'un de très organisé. Les chiffres, j'aime pas forcément ça, hein. La compta, l'administratif, c'est pas un truc qui me plaît, mais je m'étais dit: «Je suis quand même très rigoureuse. Je sais exactement où j'en suis, donc normalement, il y a pas de souci». Et ça marchait bien, tant que j'étais que freelance. Jusqu'à ce que Marketing Flow rentre dans la boucle et où là, en fait, je pouvais pas prévoir d'un mois à l'autre combien j'allais gagner, enfin combien allait arriver sur mon compte avec Marketing Flow et du coup, c'est ce qui m'a mis un peu dans la panade, en fait. J'avais calculé sur la fin de l'année, tu vois, vers le mois de novembre-décembre, j'avais calculé que j'allais être un peu ric-rac, mais que ça allait passer, tu vois, une centaine d'euros, ça passait. Donc je m'étais dit, mes clients du mois de décembre, je les facturerai, j'enverrai la facture genre 1er janvier, comme ça je décale la facturation, je reçois de l'argent plus tard et donc je déclare en dessous du seuil de TVA. Donc je m'étais dit, ça passe, tu vois, à quelques centaines d'euros, hein, mais j'étais quand même assez sereine. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dépassé le seuil, mais je m'en suis pas du tout rendu compte jusqu'à 6 mois plus tard et que j'ai décidé d'utiliser un outil comme Super Indep, où je me suis dit: «Bon, bah, là, c'est bon, j'ai un peu d'argent, la Marketing Flow, on a créé la société, maintenant, ça roule de son côté. Moi, il faut que je gère aussi, mes trucs de mon côté et je vais utiliser un outil. Je suis prête à mettre, tu vois, un billet chaque mois pour ça». Et là, catastrophe. Je me rends compte, l'équipe de Super Adep me dit: «Ah, c'est cool, trop content, que tu prennes ton abonnement et tout, on va t'aider, mais par contre, ta TVA, c'est pas bon là». Donc voilà, un témoignage de quelqu'un qui pense super bien gérer et qui se fait mordre les doigts quand même. Et je pense que ça soulève un vrai point, Emilien, dont tu peux peut-être parler, qui est comment, à ton sens, on fait pour bien suivre ces trucs. Il y a une porte de sortie qui est passons direct à la TVA. De toute façon, si vous avez des clients entreprises B2B, ça va rien vous changer, voire vous allez gagner à l'équation. Mais pour les personnes qui se disent quand même, je vais essayer de passer au bon moment, optimiser, blabla, c'est quoi pour toi la bonne manière de faire? Parce que même Megan, qui avait l'air hyper bien organisée, elle s'est foirée. Alors, ce qui est sûr, c'est que des exemples comme ça, mais on en a des dizaines. Et d'ailleurs, petite anecdote sur notre site. Donc, nous, à la base, on est 3 devs freelance. Et du coup, on va peut-être noter, enfin, j'espère qu'il y a plein de gens qui vont découvrir Super Indep, notamment grâce à ton podcast, et justement qui vont se dire, mais personne ne les connaît, ces gars-là, comment ça se fait? Même si aujourd'hui on est bien plus, on est toute une équipe, hein, on est plus de 10 personnes maintenant. Mais objectivement, si tu veux, on est assez nul en marketing, on va pas se mentir. On a du mal à se faire connaître, etc. On est vraiment passionné par ce qu'on fait. Et on a beaucoup plus du mal à aller voilà, vendre des trucs bullshit sur tel ou tel réseau pour dire si, si, venez chez nous, c'est trop bien. Bref. Et du coup, ce genre de profil de personnes qui gèrent super bien, qui pensent super bien gérer, et qui en fait ont fait des erreurs. Mais on a des tonnes d'exemples, et des exemples très connus, bah, comme Thibault Louis par exemple. Il est arrivé chez nous, c'est un des premiers qui nous a fait un gros coup de pub, justement, il a lancé dit, ah, mais en fait c'est pas mal du coup de communiquer sur les réseaux finalement, c'est pratique pour trouver des clients. On va peut-être s'intéresser à ça aussi. Mais voilà, lui il est arrivé, pareil, il avait raté son seuil de TVA, il trouvait personne pour l'aider, il trouvait que des infos contradictoires. Quand il est arrivé chez nous, bah, c'était la grosse libération. Mais avant ça, tu vois, il pensait gérer. On a eu Hugues Trijas. Alors ça, c'est trop drôle, donc le French Startupper. Lui, il est vraiment arrivé en mode, ouais, ok, je vais me mettre chez vous, mais c'est vraiment juste pour voir votre outil. Moi, je suis sûr que tout est carré, quoi. Bah non, en fait, ça a dépassé de 300 euros la TVA l'année dernière. Quoi? Ah putain, ah bah non, ah bah je me suis gouré, ah bah tu peux corriger s'il te plaît. Et voilà, enfin je veux dire des exemples comme ça, où tu vois, bah pareil, je suis sûr que toi, si j'étais venu te voir il y a Ah bah 3 ans en te complètement. disant, bah écoute, on a un truc si tu veux pour t'accompagner, comme ça tu es sûr que tout est carré et tout, et bah tu me dirais, tu m'aurais dit non mais c'est bon, t'inquiète, enfin je comprends hein, ton truc, moi j'accompagne plein de freelance, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont des questions là-dessus, mais bon moi voilà, c'est un truc que je suis prêt, t'inquiète, voilà. Grave, grave. Je Et, pensais et, être bien, bien loti, hein. et du coup, en fait, ce qui se passe sur notre site, c'est que, donc, comme on n'est pas des hyper balèzes en marketing, en UX, en bullshit et en paillettes, ce qui se passe, c'est qu'en gros, on convertit moins de 50% des gens qui créent un compte chez nous.
ce qui montre bien qu'il faut vraiment qu'on améliore le process, qu'on fasse mieux comprendre ce qu'on fait, qu'on fasse mieux comprendre en quoi on est différent, pourquoi on demande les fameux identifiants, parce que c'est un point chez nous, c'est qu'on prend les identifiants de nos clients URSSAF et Impôts Pro pour aller en fait chercher les infos en permanence. Je vous parlais au début du fameux déclic qu'on a eu. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est 30 000 balles là que moi j'ai dû payer. En fait, si juste une personne m'avait dit, mais va voir là sur le site de la retraite, tu vas voir que tu n'es pas enregistré et tu vas voir que tu as une dette. Mais personne, pas même mon comptable, me l'a dit. Et donc, la base de la réflexion, ça a vraiment été ça, c'est-à-dire, en fait, on va faire un outil qui va aller chercher les infos au bon endroit, là où personne ne sait qu'elles sont, mais nous, on va aller les chercher tous les jours. Et du coup, on va faire comme une sorte de mini-contrôle fiscal tous les jours pour être sûr que tu n'as pas de problème et donc, justement, te promettre que tu vas jamais recevoir une lettre qui te réclame de l'argent. Et du coup, c'est pour ça que autant on convertit à moins de 50% les gens qui arrivent sur le site. Par contre, les gens qui justement rentrent leurs identifiants, en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'ils ont rentré leurs identifiants, ils reçoivent un audit de leur compte automatiquement. D'ailleurs, c'est un truc qu'on va améliorer à la rentrée, ça, spoiler alert. On va faire en sorte justement que ce soit plus visible et que des gens puissent faire des audits sans forcément être clients chez nous pour voir un peu ce que ça donne. Et là, bizarrement, on convertit après à plus de 95%. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois qu'il reçoit son audit, on lui remonte des problèmes dont il n'était pas conscient qu'il avait. Attention, tu as une dette à l'URSSAF. Attention, il te manque des déclarations. Attention, tu as dépassé le seuil de TVA. Et la plupart du temps, il pensait que tout était OK, ou il gérait la TVA tout seul jusque-là. Voilà. Et donc, effectivement, on a énormément de choses sur ce sujet-là. Mais du coup, c'est un vrai sujet. C'est vrai qu'il faut vraiment faire très attention quand vous êtes serein. Enfin, encore une fois, ça peut être nous ou d'autres, même s'il y a peu d'autres qui font des choses aussi poussées, mais enfin, peu importe. Encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que vous puissiez vous épanouir dans votre business. Et même si c'est pour quelques mois, venez voir, regardez que tout est carré. Et encore une fois, après, la question, c'est, mais attends, est-ce que en fait, cette prise de tête, cette connaissance, elle vaut vraiment 19 € par mois, quoi. C'est ça la question. Mais enfin, du coup, quel prix de super indep, comme vous pouvez sans doute le deviner. Mais en gros, pour répondre à ta question, quel outil il y a? Il n'y en a pas vraiment justement qui sont faits pour les auto-entrepreneurs et c'est un peu le problème. Alors, vous avez des outils de facturation maintenant de plus en plus qui vous permettent un peu de suivre ces seuils, mais souvent, pareil, qui sont très peu capables sur cette partie un peu plus technique. Tous les détails que j'ai donnés, de bien vérifier si, attention, vous avez dépassé au prorata ou pas, ou qui vont complètement vous laisser seul après, c'est-à-dire qu'ils vont vous dire, ah bah ça y est, t'as passé le seuil, il faut que tu gères ta TVA. Et là, ok, t'es tout seul, tu fais, du coup, je fais comment? Il faut que je contacte les impôts, mais je comprends rien à leur site. Et puis ces histoires de prélèvement B2B, personne ne va vous en parler. Enfin bref. Ouais, Donc, grave. il y a des Moi-même, pseudo-accompagnements. pardon, j'allais juste apporter la nuance par rapport à ce que Megan a dit, qu'elle était dans un Excel. Moi, j'utilisais Freebie, qui est un super outil de facturation que je pense beaucoup d'indépendants connaissent, mais il y en a beaucoup qui utilisent Shine aussi, ce genre de choses. Mais le biais qu'il y a là-dedans, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et du coup, peu importe l'outil de comptable ou de facturation, on peut faire une erreur de saisie à un moment sans s'en rendre compte. Et 2 ans plus tard, ça revient nous mordre les doigts. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. J'étais quasi sûr que tout était bon parce que j'avais les outils de suivi qui me disaient TVA de temps, voilà. Et je pensais avoir tout bien fait. Mais à un moment donné, juste une petite erreur dans une déclaration, et j'étais pas au courant parce que moi, j'avais pensé avoir tout bien fait. Ça, c'est pas vérifiable si tu sais pas que tu as fait une erreur, quoi. Et là, tu vois, d'ailleurs, tu viens de me donner l'habit, marketing qui me manquait, mais en fait, c'est exactement ça. C'est que justement, la grosse différence de Super Indep, c'est qu'on se base pas sur les informations que vous nous donnez. On va les chercher. Et donc, on vous dit pas, justement, c'est une grosse différence chez nous, c'est qu'on va pas vous dire, alors, en fait, c'est quoi votre activité? C'est quoi parce que ça, effectivement, quand vous allez sur un logiciel classique, vous êtes obligé de dire, alors mon activité c'est ça, avant j'ai encaissé ça, lui il est machin, lui il est truc. Et donc ça se base vraiment sur ce que vous déclarez, et la plupart du temps vous ne comprenez pas forcément ce que vous déclarez. Alors que nous, du coup, on va vérifier directement auprès des organismes, URSSAF et impôts, et on vérifie à minima que ce que vous avez déclaré aux deux est cohérent. Et c'est-à-dire exactement ce qu'ils vont faire en cas de contrôle fiscal, en fait. Et c'est ça, typiquement, si je reprends l'exemple du Hugues, c'est ça qui fait que j'ai pu lui dire, attention, en fait, tu as dépassé le seuil, parce que je suis allé automatiquement, ça a détecté ça sur l'audit de son compte au moment où il a synchronisé son URSSAF, alors que lui, dans son Excel, et pareil, ça se jouait à une centaine d'euros près, il était persuadé que c'était OK. Et en fait, je dis, non, ce que tu as dit à l'URSSAF, c'est qu'en fait, tu as dépassé le seuil, donc ça va forcément te retomber dessus. Donc, très objectivement, donc voilà, vous pouvez utiliser tout un tas d'outils, ils vont vous donner un certain nombre d'aides, mais franchement, en fait, la problématique, c'est pas tant, parce que c'est exactement ce que tu viens de dire, la problématique, c'est pas tant d'avoir le bon outil, parce que dans l'absolu, elle l'a dit, un Excel et Canva, ça vous suffit.
jusqu'à présent en tout cas, et jusqu'à la facturation électronique, ça vous suffit pour facturer et poursuivre votre trésor, pourquoi pas. Sauf que vous ne pouvez pas savoir ce que vous ne savez pas. Et comme vous ne savez pas ce que vous ne savez pas, eh ben, vous risquez de faire des erreurs. Et donc le problème, c'est pas tant l'outil que aller chercher de la connaissance et aller la chercher au bon endroit. Et en vérité, c'est ça qui a de la valeur et c'est ça qui est chronophage et c'est ça qu'il faut aller chercher dans vos outils. Parce qu'un outil de facturation, franchement, vous en trouverez des dizaines sur le marché. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres, mais globalement, il y en a tout un tas et il y en a des très bons. Mais par contre, un outil qui est capable de vous éviter de vous planter sur ce que vous ne savez pas, et bien là, pour le coup, vous avez une vraie valeur, vous avez une vraie différence et vous avez quelque chose de vraiment rassurant. Et c'est encore une fois, nous, ce qui nous permet de vous donner la promesse que vous n'allez pas recevoir de courrier avec des mauvaises nouvelles, justement parce qu'on va vérifier ce que vous ne savez pas. Et ça, pour moi, c'est hyper précieux sur qu'est-ce qu'on fait avant le seuil pour pas faire d'erreur à cet endroit-là. Et ça, c'est toute la dimension de gestion. On va parler de gestion pré-seuil. On va imaginer ce terme de pré-seuil et post-seuil. Mais il y a un autre point qui me vient là en t'écoutant qui est imaginons, ça se passe super bien. Je passe à la TVA, c'est fluide, en passant par Superindep ou autre. Mais bref, je fais les choses bien et j'ai pas de bêtises à cet endroit-là. On peut aussi faire des bêtises après avoir passé le seuil et pas dans le moment de passer à la TVA, mais dans le moment de gérer sa boîte au quotidien après la TVA. Et moi, un des trucs qui a changé ma vie dans la gestion de ça, c'est de me créer un compte séparé. Donc moi, je suis sur Conto pour une partie de l'entreprise et sur Conto, on peut faire des sous-comptes, mais d'autres banques le permettent aussi. Et donc, j'ai un sous-compte qui est dédié spécifiquement à la TVA. Et à chaque fois qu'il y a de l'argent qui rentre, on prend 20%, peu importe si c'est exactement ça la TVA ou pas, parce que des fois on vend des DOM, mais je prends toujours 20% de tout ce qui rentre pour le mettre sur ce compte, pour être sûr que je dépense pas de l'argent que je devrais en fait reverser plus tard en forme de TVA. Et ça, je trouve, c'est un petit truc de gestion qui m'apaise de ouf, parce que je sais qu'il y a toujours ce qu'il faut. Je vais te donner un secret, Thomas, parce qu'on est entre nous et que personne ne nous regarde. C'est qu'en fait, ce que tu viens de décrire là, c'est exactement l'ambition de Kickbanking, que tu ne connais sans doute pas, ou que, en tout cas, nos auditeurs ne connaissent pas. Il se trouve que Kickbanking, en fait, c'est le nom de la société qui porte le produit Superindep. C'est-à-dire que nous, quand on s'est lancé en 2018, la vision qu'on avait, c'est exactement ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire on veut, parce qu'on a été nous-mêmes freelance, on veut proposer aux freelance une interface qui te dit, écoute, là, tu as 20 000 balles sur ton compte, mais en fait, tu peux en mobiliser que 12 000 parce que TVA, parce que URSSAF, parce que machin, parce que truc. Sauf qu'en fait, ce qu'on s'est rendu compte avec le temps, c'est que pour être capable de te dire de façon extrêmement précise le pourquoi, parce que et combien il faut bloquer exactement, parce qu'on ne voulait pas faire ça à l'arrache comme certains l'ont fait, je ne donnerai pas de nom, mais il y a des néobanques qui ont tenté de faire ça et qui l'ont mal fait, ce qui fait qu'ils se retrouvaient à te bloquer de l'argent qu'en fait tu pouvais mobiliser, parce que par exemple ils ne prenaient pas en compte l'acte ou ils n'avaient pas pris la bonne activité, enfin bref, et du coup... il y a plein de variables. Tu as de l'argent, et donc du coup on veut le faire, mais on veut le faire bien. Et pour le faire bien, il n'y a pas d'autre solution que d'aller chercher les infos à la source et d'être capable de les analyser. Et donc en fait, le chemin vers cette vision-là passe par Superindep et le fait d'accompagner des auto-entrepreneurs et le fait de se dire déjà, si on est capable de produire cette vision que tu viens de décrire pour des auto-entrepreneurs, ce qui devrait être le cas d'ici l'année prochaine, parce qu'en gros, nous maintenant, par rapport au traitement qu'on fait des données de nos clients, on a les infos de facturation, on a les infos des organismes sociaux, et donc il ne manque plus que la data bancaire. Et ça, c'est la step qui va forcément arriver. Et une fois qu'on aura tout ça, en fait, peu importe ton compte bancaire, on pourra effectivement te mettre une feature qui te dira, en fait, voilà l'argent que tu peux mobiliser et voilà combien tu dois mettre de côté, de façon extrêmement précise. Et donc voilà, comme tu le dis, en attendant, n'hésitez pas à essayer de faire ça avec des Excel, mais en tout cas, c'est vraiment la vision à terme, parce que ce que tu décris là, en fait, quand tu es capable de faire ça, tu t'enlèves un poids monstrueux, évidemment. Ouais, c'est clair. Moi, je sais que j'ai toujours l'argent de côté dans ce sous-compte pour payer la TV, enfin tout ce qui a attrait à l'État. Et du coup, je regarde plus ce montant-là, quoi. Je regarde juste ce qu'il y a dans les autres comptes qui sont dédiés à l'usage du quotidien. Est-ce que tu veux rajouter un truc sur cette gestion post-seuil, Emilien? Parce que sinon, on va arriver sur les questions de fin d'épisode et je vais te cuisiner un peu avant qu'on termine.
Non, alors si, il y a quand même deux autres trucs. Donc, en fait, un des trucs où on peut facilement se tromper, c'est la récupération de TVA. Donc ça, c'est un point super important. C'est déclarer votre TVA dans l'absolu. Enfin, suivant les situations, ça peut être relativement simple, modulo tout ce qu'on a expliqué, de réussir à contacter les impôts, d'avoir le bon compte bancaire, etc. Mais derrière, en gros, si vous faites par exemple que de la prestation de service en France pour un client, vous mettez votre CA, 5 000, ça vous calcule que vous devez 1 000 euros de TVA, vous payez les 1 000 euros de TVA, et en gros, c'est OK. Par contre, quand vous commencez à déduire de la TVA, là, il y a tout un tas d'options. Attention, est-ce qu'il y a de l'immobilisation? Est-ce que c'est un bien? Est-ce que c'est un service? Est-ce que c'est de la TVA déductible ou pas? Parce qu'en fait, par exemple, sur les transports et les logements, vous n'avez pas le droit de récupérer votre TVA. Bref, donc là, quand on commence à récupérer de la TVA, il y a tout un tas de règles. Et là encore, du coup, moi, je répète souvent, typiquement que en fait, Super Indep, c'est largement autofinancé pour la plupart des clients, parce qu'en fait, avant d'arriver chez nous, ils font pas cet effort de récupérer la TVA, justement, parce que souvent, ils ont peur de se tromper. Ou alors, ils le font, mais mal, ce qui est sans doute pire que d'avoir peur de le faire, du coup. Et donc, au moins, quand ils sont chez nous, ils récupèrent leur TVA correctement. Et en fait, récupérer une vingtaine d'euros de TVA par an, par mois, ça va très très vite. Voilà, vous avez votre compte bancaire, vous avez Super Indep, vous avez un abonnement justement à droite à gauche à des outils, quelques repas en extérieur, et puis vous arrivez tout de suite aux 20 euros de TVA, quoi. Donc c'est très très facile. Et en plus, comme on l'avait dit au tout début, il suffit qu'une fois par an, vous changez de matériel, de quoi que ce soit, de chaise, de PC, etc., tout de suite, vous gagnez 500, 600 balles de TVA. Rien que pour ça, c'est extrêmement intéressant. Et alors, il y a un autre cas où c'est un peu compliqué, la gestion post-seuil, comme tu dis, c'est quand on gère la TVA, en fait, à l'international. Et là, alors, pour être complètement exhaustif, il y a même un truc que même nous, on ne gère pas, et pour le coup, il y a très très peu de plateformes qui sont capables de le gérer, c'est tout ce qui est TVA à l'international pour les plateformes d'achat-revente. Parce qu'en fait, la difficulté, par exemple, si vous achetez un truc en Chine et que vous le vendez, je sais pas, en Pologne, c'est qu'en fait, vous devez payer de la TVA en Pologne. Et si votre entreprise, elle est basée en France, c'est le bordel. Enfin, c'est pas évident à gérer parce que du coup, il faut être capable de faire des déclarations. Vous voyez comme c'est chiant de faire déclarer de la TVA en France, maintenant il faut faire pareil mais en Pologne. Voilà. En gros, c'est ça le principe. Donc après, au niveau UE, encore, il y a des portails qui permettent de le faire assez facilement. Mais à l'international, ça peut vraiment être rapidement compliqué. Mais par contre, quand on est dans du service, c'est relativement simple. Puisque quand on facture du service à l'étranger, on ne facture pas de TVA. Et du coup, il y a une autre ligne dans la déclaration de TVA où on dit, là, j'ai facturé hors métropole, mais en UE, ou alors carrément hors UE. Et donc ça, on sait que c'est des lignes qui ne sont pas soumises à TVA et c'est normal. Mais il faut bien les déclarer, parce que ça, c'est une autre erreur qui est faite souvent. C'est qu'il y en a, alors il y a d'autres cas aussi de personnes qui sont exonérées de TVA, par exemple, même après avoir passé le seuil. Par exemple, des gens qui sont dans la formation. C'est vrai que dans la formation, on peut être exonéré de TVA, même au-dessus du seuil. Sachant que c'est une demande spécifique qu'il faut faire, que moi j'ai décidé de ne pas faire, par exemple, pour récupérer, il y a aussi des contraintes. Récupérer sur les achats. Mais on peut prendre cette décision, effectivement, quand on fait de la formation. Et si on le fait, il y a quand même des contraintes, parce qu'après, il faut produire un bilan pédagogique et financier, etc. Mais en tout cas, donc, il peut y avoir des cas où même si on ne paye pas de TVA, mais il faut quand même faire les déclarations de TVA. Et notamment, donc, quand on facture à l'étranger, voilà, nous, on a des clients, beaucoup plus qu'on l'aurait pensé d'ailleurs initialement, qui facturent que en UE ou hors UE. Et en fait, du coup, souvent, ils se disent, du coup, j'ai rien à déclarer. En fait, si, vous avez même plus de déclarations à faire que les autres. Parce que même si vous ne payez pas de TVA, il faut le déclarer. Encore une fois, parce qu'à un moment donné, ils vont contrôler. Ils vont dire, tiens, vous avez déclaré 30 000 à l'URSSAF. Si vous ne déclarez pas 30 000 à la TVA aussi, un jour, ils vont vous envoyer un courrier en disant, les 30 000, là, vous nous devez 20% dessus. Parce que par défaut, ils vont partir du principe que c'est imposable. Ils ne vont pas se poser la question. Donc, c'est ça qu'il faut surveiller. Et donc, typiquement, la TVA à l'étranger, c'est un sujet où on peut facilement se faire avoir après avoir dépassé le seuil. Dans mon cas, effectivement, on a tout. Il y a la France et les dom-tom, comme tu le disais, parce que du coup, si c'est Martinique ou autre, c'est pas les mêmes seuils, donc il faut faire gaffe au taux. C'est pas toujours 20%, quoi, alors qu'on pourrait se dire que le service est toujours 20% partout, mais il y a déjà cette différence-là. Et nous, on travaille aussi avec des clients qui sont en Belgique, en Espagne, et en Suisse, en Angleterre, parfois aux US aussi. Et ce qui fait qu'il y a les trois catégories. Il y a la TVA française, la TVA intracommunautaire en Europe qui est exonérée, mais du coup, il leur faut un numéro obligatoire. Et donc ça, pour nous, ça met des spécificités de les freelances en Belgique qui ont pris un statut professionnel ou pas. Et des fois, ils sont considérés comme particuliers parce qu'ils n'ont pas encore de numéro, auquel cas on doit leur facturer la TVA. Et parfois, ils ont un numéro, quelqu'un en facture pas. Enfin voilà, ça met effectivement c'est un vrai bazar. Une bonne couche de complexité, quoi.
Et d'ailleurs, juste pour rebondir là-dessus, après je te laisse poser tes questions. Mais du coup, effectivement, ce que tu viens de décrire, c'est un cas aussi où personne ne comprend rien. Donc pareil, on essaye de beaucoup communiquer dessus et de faire pas mal de blogs dessus, etc. Mais concrètement, du coup, en France, tu peux avoir un numéro de TVA sans être éligible à la TVA et avant Oui, même de franchir ce fameux seuil. Et c'est le cas que tu viens de décrire, c'est si tu fais du commerce en UE. Parce qu'effectivement, si tu vends du service, ou, enfin, en fait, peu importe ce que tu commerces en UE, tu es obligé d'avoir un numéro de TVA. Mais effectivement, là où c'est hyper contre-intuitif, c'est que du coup, tu peux demander un numéro de TVA aux impôts sans être imposable à la TVA. Donc ouais, juste à ton numéro, mais tu n'as pas de déclaration à faire, tu es toujours en franchise en base. Par contre, tu as un numéro que tu es obligé de mettre sur tes factures. Donc ça, évidemment, personne n'y comprend rien. Et personne n'y comprend d'autant plus rien que sur le site, et ça j'ai eu le cas d'ailleurs la semaine dernière là pour un client, justement un client, bah, tu vois, encore un qui arrivait en me disant tout va bien, j'ai fait toutes les demandes, vous avez juste à déclarer à déclarer mon URSSAF et ma TVA. Du coup, je lui dis, bah, ok, mais par contre, tu es toujours en franchise en base. Il me dit, non, non, c'est bon, j'ai mon numéro de TVA. Oui, mais tu es quand même en franchise en base. ouais, Et donc, bah, normal qu'il se soit fait avoir, parce qu'en fait, quand vous allez dans la fameuse messagerie dont je vous parlais des impôts, vous avez c'est un peu comme à l'URSSAF, il faut sélectionner la raison pour laquelle vous envoyez un message, et vous avez une raison qui est obtenir un numéro de TVA intracommunautaire. Donc évidemment, bah, si on n'est pas renseigné, on se dit, bah, obtenir un numéro, oui, c'est parce que je vais payer de la TVA. Bah non, ouais, c'est juste pour obtenir un numéro, mais derrière, si en plus vous voulez payer de la TVA, il ne faut pas demander un numéro, ou pas seulement en tout cas, il faut demander ce qu'ils appellent une option. Et donc il y a une autre ouais. ligne qui est demander une option, et là sur l'option, vous pouvez préciser justement le régime que vous voulez et à partir de quelle date vous voulez y passer. Et effectivement, c'est une nuance importante à apporter. Merci, Emilien. Pour les personnes qui travaillent en Europe avec des clients partout en Europe, je pense que c'est un bon point à apporter et qu'on ne se Ouais. concentre pas que Et sur la alors un France. dernier point, désolé, mais c'est important aussi. Justement, je disais, ils ont même plus de déclarations à faire que les autres. Pourquoi? Parce que du coup, quand vous faites du service que vous vendez en UE, vous devez faire ce qu'on appelle une DES, une déclaration d'échange de services. Tous Hmm, les mois, vous avez rien à payer, mais vous êtes obligé de déclarer en fait ces échanges. En gros, ça leur sert principalement à faire des stats pour mesurer un peu les échanges intracommunautaires de services justement. Mais du coup, voilà, vous avez une déclaration à plus en faire sur le site de la douane. Encore une. ok, encore une en plus. Je te propose du coup, Emilien, qu'on arrive sur les questions de fin d'épisode. Et je te disais tout à l'heure que j'allais te cuisiner parce que dans les 3 questions que je vais te poser, on va considérer que malheureusement, Super Indep n'existe pas dans notre monde. Et c'est une Ça va triste être nouvelle. triste, Ça va ça. être très triste parce que effectivement, comme tu le dis, si on fait cet épisode, c'est qu'il y a peu de solutions qui permettent de aussi bien gérer cette problématique. Mais on va faire comme si Super Indep n'existait pas. C'est beau pour toi, c'est ok pour toi? Ouais, ça va être dur, mais je vais Ça va être essayer. dur. Question 1. Par rapport à tout ce qu'on s'est dit, si tu avais un seul conseil unique sur le sujet de la TVA à donner aux personnes qui nous écoutent, c'est quoi ce conseil? Bah, j'ai peur que le conseil soit un peu redondant, mais c'est formez-vous, renseignez-vous, quoi. Et renseignez-vous et renseignez-vous sur les personnes qui vous donnent de l'information. Voilà. Hmm, C'est-à-dire, voilà, soyez sûr que vous avez affaire à des experts et pas à quelqu'un qui a écrit un article de blog pour arriver en numéro un parce qu'il est très fort en SEO, mais qui en fait vous raconte n'importe quoi ou des histoires, des seuils qui sont plus à jour depuis 3 ans. D'ailleurs, là, on l'a vu dans les reportages, hein, pourquoi il parlait de seuil à 36 000, parce qu'en fait, l'année dernière, le seuil de TVA, il était encore à 36 500. Et comme je disais, ouais. cette année, il est passé à 39 100. Ça change très souvent. Il faut vraiment se tenir à jour. Et le problème, c'est qu'en fait, si vraiment vous voulez faire ça bien, je souhaite ça à personne, hein, mais concrètement, ce qu'il faut, bah, c'est suivre les articles de loi et regarder quand ils sortent et regarder ce qu'il y a dedans. Hmm. En général, il n'y a que les experts qui font ça, donc essayez de trouver les experts qui font l'effort d'aller décrypter ces textes de loi et éventuellement basez-vous sur ce qu'ils racontent, quoi. Ouais, et je dirais même plus, double-checker avec plusieurs sources différentes pour voir s'il y a des dissonances. Et s'il y a des dissonances, bah, faut creuser un peu plus loin, quoi. Exactement, exactement, parce que, enfin, moi le premier, hein, ça m'arrive de me tromper parce qu'il y a tellement de choses à savoir, à dire, machin. On a beau répéter, répéter, des fois on va tomber dans un cas un peu particulier de machin qui est à l'étranger, qui facture un boula qui a aussi bref, et on va tomber dans une catégorie où peut-être on va penser que c'est dans un cas alors qu'en fait c'est dans un autre cas. Donc Ouais, très important effectivement ce double check, quoi. ok, trop bien. Donc, conseil, la qualité de l'information pour être sûr d'être dans les clous, quoi. Exactement. Ok, super. La seconde question, c'est une question de routine et d'habitude. Selon toi,
C'est quoi la routine la plus importante que toutes les personnes qui nous écoutent peuvent instaurer dans leur quotidien de gestion de leur entreprise pour être bien carré et bien gérer ces histoires de TVA? Bah, franchement, en termes de routine de gestion, c'est juste une fois par mois, vous prenez 2 heures où vous gérez ça, quoi. Et donc, ça peut être, alors encore une fois, justement, 2 heures, c'est le temps que ça vous prendra si vous êtes tout seul pour le faire. Mais en gros, voilà, je pense qu'un rythme mensuel, c'est vraiment le minimum syndical si vous voulez pas, risquer des erreurs ou des gros problèmes. Et voilà, donc si, je sais pas, si vous suivez ça avec un Excel ou bah, peu importe, justement, vous prenez 2 heures, vous mettez votre Excel, vous regardez votre compte bancaire, vous recoupez toutes les infos, et vous regardez effectivement que c'est cohérent et que vous avez bien l'info. Si vous arrivez à prendre plus d'avance, à faire ça même toutes les semaines, ce serait idéal. Mais franchement, une fois par mois, je pense que c'est vraiment la routine minimum. Et encore une fois, nous, c'est vraiment un truc qu'on observe, hein, c'est ceux qui ont le plus de problèmes, qui se retrouvent à payer le plus de majoration, bah, c'est des gens qui ont choisi le trimestriel URSSAF et l'annuel Ouais. des impôts. Et sans parler du fait qu'ils comprennent pas en plus. Enfin, combien de mails on reçoit des dizaines de mails chaque année en avril de nos clients qui nous disent mais pourquoi je paye de la TVA? J'ai déjà payé la TVA 2022, pourquoi je paye encore la TVA 2022? Bah oui, parce que c'est le régime simplifié, du coup en avril on fait la déclaration. Et Ouais. Du coup, déjà choisir quand on passe à la TVA de le faire mensuellement plutôt que trimestriellement ou annuellement comme j'ai fait la en bêtise fait, de faire. mensualiser un maximum de routine, mais c'est Ouais, lié quoi. Je sais pas, je pense qu'une fois par mois, même si vous êtes en trimestriel URSSAF et oui, en annuel de TVA, vous dites pas, justement, ne vous dites surtout pas, bah du je coup le c'est fais bon, une on fois va par pouvoir an. réguler en avril prochain, je vais le faire une fois par an. C'est Non, là que c'est catastrophique quoi. ouais. Et du coup, juste pour être sûr que j'ai bien compris, ce qu'on regarde tous les mois, c'est toutes les factures que j'ai éditées et envoyées, ce qui est réellement tombé dans mon compte bancaire ou non, et suivre la différence entre ça. On regarde le compte, on regarde. Exactement. En gros, c'est l'idée, c'est vraiment ça du suivi de trésorerie. Et la plupart des outils, voilà, même si Super Indep n'existe pas, il y a tout un tas d'outils qui vous permettent de suivre ça. Ce que vous avez facturé, est-ce que ça a bien été payé ou pas, quel est le diff entre les deux. Et, euh, et même si vous le faites dans un fichier Excel, c'est vraiment ça. En fait, c'est recouper l'info entre votre data bancaire et ce que vous avez hypothétiquement facturé. Ok. Et de la même manière, du coup, quand on reste dans ce monde hypothétique où malheureusement Super Indep n'existe pas, tu dirais que c'est quoi la meilleure structure des outils à avoir et qui fonctionnent ensemble pour bien suivre ces données-là? Est-ce que tu dirais c'est un Excel, ça suffit? Est-ce que tu dirais faut un outil de facturation et une banque qui permet de faire telle ou telle chose, genre avoir des sous-comptes sur son compte bancaire? Tu dirais que c'est quoi le bon écosystème d'outils qui permet de faciliter les choses si malheureusement Super Indep n'existait pas? Bah, disons que si tu vas par là, enfin, Excel, c'est l'outil ultime. De toute façon, tu peux tout faire avec. Donc, à partir de là, c'est forcément suffisant dans l'absolu pour suivre ta trésor, tu vois, parce que Si on ce sait que je disais tout l'utiliser. à l'heure, si on sait l'utiliser, bien sûr, ce qui est vrai pour tous les outils, du coup, mais ouais. Mais du coup, typiquement, moi, maintenant que je suis en micro, bah, effectivement, mes prélèvements de TVA, je les fais sur mon compte perso. Donc, tu vois, j'ai même pas ce problème d'avoir un compte bancaire, machin. Moi, j'ai envoyé le mandat à ma banque, voilà, et c'est passé. Et du coup, tant mieux, ils peuvent prélever dessus. J'ai pas besoin d'avoir un compte pro dédié. Et ça me va très bien comme ça. Parce que du coup, maintenant, ma micro, elle a une petite activité par rapport bah, au salariat que j'ai chez Super Indep. Hmm. Euh, donc, dans l'absolu, en fait, un fichier Excel, que ce soit pour suivre ou pour éditer tes factures, c'est suffisant. Alors, encore une fois, c'est suffisant pour l'instant, puisque pour le coup, à partir de 2026, on aura l'obligation de la fameuse facturation électronique. Donc voilà, si vous n'en avez encore jamais entendu parler, vous inquiétez pas, vous allez beaucoup en entendre parler, tout un tas de gens, nous y compris, qui vont venir vous proposer des services de facturation électronique pour que vous ayez plus à faire ça. Alors la bonne nouvelle, hein, pourquoi ils font tout ça, c'est quand justement le but c'est qu'à un moment donné, du coup, ça passe par une plateforme intermédiaire de l'État qui va être capable, du coup, normalement, hypothétiquement, même si on est déjà à peu près sûr que ce sera mal fait, mais en tout cas, c'est l'objectif à terme. Bah, du coup, s'ils voient passer vos factures, ils savent combien de TVA vous êtes censé payer et donc ils vont pouvoir pré-remplir vos déclarations de TVA. Ça fait partie des Hmm. objectifs de cette démarche. Donc, c'est évidemment pour lutter contre la fraude en très grande partie, mais du coup, ça peut aussi normalement à terme quand même vous rendre service. Donc Ok. voilà, je te dirais que dans l'absolu, Excel, ça peut toujours suffire à tout faire. Après, je dirais que franchement,
je vois pas trop l'intérêt. Alors, encore une fois, sauf dans des cas un peu particuliers, comme moi en ce moment où tu as vraiment une activité très faible sur ta micro, OK, économiser un compte bancaire, dédié, pourquoi pas. Mais sinon, encore une fois, on parle de moins de 10 balles par mois. Je veux dire, si tu fais au moins 10 000 € de CA par an, ça me semble pas déconnant, quoi. Ouais. Et un peu pareil sur l'outil de facturation, parce que ce qu'on disait, c'est bah, là, il faut suivre ce que tu as facturé, ce que tu as encaissé, etc. Il y a plein d'outils de facturation, même gratuits, qui te proposent de toute façon à minima ça, c'est-à-dire de te dire, OK, tu sais quand tu émets ta facture et je te mets un warning tant que tu n'as pas été payé, quoi. Donc voilà, je dirais, trouver un logiciel de facturation qui vous convient bien et prendre un compte bancaire dédié à votre activité, ça me semble quand même le minimum syndical pour, enfin, en tout cas, si vous voulez être sérieux et que vous considérez que c'est vraiment votre activité principale. Après, si Ouais. effectivement c'est un truc en side, que vous êtes salarié, machin, on peut parler de solutions plus simples. Mais si c'est votre activité principale, je vois pas vraiment de bonne raison de se passer de ces outils-là, quoi. Trop bien. Merci pour tes réponses, Emilien. Et la toute dernière question, Super Indep peut redevenir un être vivant dans notre monde. Mais bon, je ne sais pas si tu vas en parler, mais c'est la question que je pose à tous les invités qui passent sur ce podcast. C'est quelle est la question que tu veux poser aux personnes qui nous écoutent cette fois-ci? C'est à toi de prendre le micro et de réfléchir à ouais, avec quoi tu voudrais que les gens repartent après cette conversation, une question à mûrir dans leur esprit à partir de la fin de l'épisode. Du coup, c'est pas une question pour moi, c'est une question pour eux, là, Tout à fait, une question que qui tu leur poses à nos permettrait auditeurs et de auditrices. mûrir. Et ça peut avoir Euh, rien à voir avec Bah, notre pour conversation, moi, tu es libre. justement, non, mais je dirais, enfin, je veux dire, c'est un peu toujours la même réflexion, et c'est vrai vraiment pour tous les entrepreneurs, c'est euh, apprenez ou demandez-vous justement combien vaut votre temps. Et du Hmm. coup, parce que moi le premier, hein, souvent on veut prendre des outils, on se dit ah, pff, ouais, je vais pas payer 5 € pour ça, je vais pas payer 10 balles pour ça, machin. Mais en fait, voilà, apprenez combien vaut votre temps et demandez-vous systématiquement, ok, est-ce que en fait, je peux pas lâcher un petit billet et du coup m'enlever cette fameuse charge mentale. Donc en gros, c'est vraiment ça qui est intéressant. C'est même pas réfléchir en termes de, voilà, en termes de ROI, de machin, de combien de temps ça va me faire gagner, mais pour moi, il faut essayer de réfléchir en charge mentale, quoi. Se dire, ok, Ouais. quand je lâche ce billet, quelle charge mentale ça m'enlève? Voilà. Si c'est Hmm. suffisamment gros et si ça me rapproche de l'objectif dont tu parlais, qui est, à mon avis, évident pour tous les freelances, qui est, bah, en fait, vous voulez travailler sur votre business, sur votre passion, trouver des clients, mener des projets à bien, c'est ça qui vous anime, c'est normal. En général, vous le faites bien. Et donc, tout ce qui peut vous permettre de passer plus de temps à faire ça, eh ben foncez quoi. Foncez et voilà, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, votre temps est sûrement beaucoup mieux utilisé quand vous êtes en train de faire un projet pour un client plutôt que quand vous êtes en train de lire un texte de loi pour savoir si vous avez dépassé tel ou tel seuil, quoi. Ouais. Donc faire cette espèce de réflexion de si je veux investir dans quelque chose, est-ce que ça va me faire dépenser plus ou moins que ce que je considère que mon temps vaut? Et à quel point ça va me soulager de la charge mentale pour mettre cette charge mentale et mes ressources en espace mental ailleurs, quoi. Exactement, ce qui est vraiment à mon avis le point le plus important. Et encore une fois, enfin là, enfin, en tout cas, c'était pas du tout en pensant à Super Indep hein, que je disais ça, c'était vraiment de façon générale quoi. C'est Ouais, Enfin, moi, je sais qu'avant, j'ai été dev freelance pendant longtemps et je connaissais beaucoup de freelance, pareil, qui râlaient en disant, ah, je vais pas payer des licences, machin, 1000 balles par an, alors que je peux développer sur des trucs open source gratuits. Ouais, mais en fait, à un moment donné, si le truc te fait gagner ne serait-ce que 10 minutes par jour, bah, tes 1000 balles par an, tu les retrouves vite, quoi. bah ouais, Donc voilà, en fait, il y a tout un tas d'exemples. Donc après, je dis pas à tout prix, voilà, foncez sur tel ou tel outil, parce que justement, ça dépend des personnes. Il y en a pour qui la charge mentale de gérer de la TVA et de l'URSSAF tous les mois, c'est peanuts, et il y en a d'autres pour qui c'est une montagne insurmontable. Et donc c'est pour ça que ça dépend vraiment des personnes. Il faut trouver les bons outils, mais encore une fois, peut-être plus qu'en fonction de ce que vous estimez que ça vaut, vraiment en fonction de la charge mentale dont vous sentez que ça peut vous libérer et qui vous permet de vous concentrer sur votre plus-value, parce que bah, c'est là que vous allez cartonner, c'est là que vous allez ramener de toute façon plus de sous. Et par ailleurs, c'est ce qui vous fait vous lever le matin, donc c'est ce qui est le plus intéressant à viser. ouais, génial. Merci beaucoup, Emilien, pour tous les éclaircissements que tu as apportés dans cette conversation sur ce sombre et fameux sujet de la TVA. S'il y a des gens Et qui ont des ben, questions à te poser là-dessus, est-ce que j'imagine que je les renvoie sur superindep.fr?
Ouais, alors bah déjà avec plaisir Thomas, merci beaucoup. Encore une fois, moi j'espère vraiment que cet épisode notamment évitera à pas mal de gens de se faire avoir. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à le dire justement, à le commenter, ça fera toujours plaisir. Notamment à Thomas, il se dira voilà, je me suis pas planté pour rien, j'ai pas fait tout C'est ça pour clair. rien. Donnez Au du moins il sens y à a mes 3000 euros de pénalité, s'il vous plaît. c'est ça, au moins il y a des gens que ça pourra aider quoi. Et donc ouais, ça c'est super important. Voilà, partager, parlez-en autour de vous. Souvent je communique là-dessus aussi. Allez, parler de super adepte ou pas, à la limite je m'en fous. Mais par contre parler de ces sujets de TVA, de machin, de est-ce que tu as Ouais, bien pensé à ça? Est-ce que vous avez, surtout quand vous êtes auto-entrepreneur, la plupart du temps vous connaissez tout un tas d'autres auto-entrepreneurs. Parlez-en régulièrement, demandez-leur comment ils gèrent, s'ils y ont pensé et tout. Parce que vraiment, c'est des sujets qui peuvent venir vous chercher 3, 4, 5 ans après et qui peuvent stopper votre carrière net. Et c'est pas possible, quoi. Alors, et du coup, oui, si vous avez des questions plus précises sur une situation précise ou quoi que ce soit, vous pouvez écrire de toute façon à contact@superindep.fr, il n'y a pas de souci. Alors, suivant la quantité de demandes qu'on reçoit, je vous garantis pas qu'on répond dans l'heure, mais par contre, je vous garantis qu'on répondra. Donc, pas de souci. Vous pouvez aussi trop nous bien. trouver après, de toute façon, sur tous les réseaux sociaux, en particulier LinkedIn, où on est très actif. Donc, n'hésitez pas, vous verrez aussi tout le temps passer justement des infos fiables toutes les semaines sur Yes. les dernières nouveautés de l'auto-entreprise. Super, bah, je mettrai tous les liens dans la description. Et effectivement, j'espère sincèrement que cet épisode naît de ma mésaventure personnelle et aussi des mésaventures de centaines d'autres indépendants, dont certains qu'on a entendus. Espérons que ça aidera d'autres personnes à ne pas avoir ces mésaventures-là. À bientôt, Emilien, merci. Merci Thomas, salut. Comme tu as pu le comprendre, le statut de la micro-entreprise a beau être un statut simplifié, c'est pas pour autant que c'est un statut simple. Et tu as entendu dans cet épisode 4 personnes comme toi, 4 exemples dont le mien, d'erreurs très classiques, faciles à faire sur la TVA, et qui sont faites chaque année par des milliers de freelances. Et même quand on comprend tout, ce genre d'erreur, eh ben, c'est facile à faire. On n'est jamais à l'abri d'une simple erreur d'inadvertance dans un formulaire. Ça arrive à tout le monde. Et c'est pour ça que je suis intimement convaincu que la meilleure manière de traiter ce sujet de la TVA, pour nous tous et toutes en tant que freelance, c'est une manière très simple, c'est déléguer. Et on peut se raconter qu'on n'a pas l'argent pour déléguer, pour recruter quelqu'un qui le fait à notre place, mais laisse-moi te faire une petite mise en perspective de cette idée reçue, de cette croyance. Mes 3000 euros de pénalité que j'ai dû payer sur la TVA, ça représente 157 mois d'abonnement à Super Indep avec leur forfait clair et simple à partir de 19 euros par mois. Et prenons l'exemple de Shane qui a dû payer 12 000 euros d'un coup pour rattraper son erreur de TVA à lui. 12 000 euros, ça représente 52 années d'abonnement à Super Indep. C'est plus que toute la carrière professionnelle de Shane. Bref, pour moi, il n'y a vraiment pas photo, il n'y a pas de réflexion une seule seconde, parce que pour seulement 19 euros par mois, tu peux avoir avec toi toute une équipe de personnes bienveillantes, hyper humaines, qui t'aident et te conseillent et qui vont surtout tout vérifier pour toi à ta place. Donc si t'es pas encore passé à la TVA, tu as la garantie que tu seras toujours conforme et tu feras aucune erreur. Et si tu es déjà passé à la TVA, Super Indep et toute son équipe va aller identifier à ta place si tu as déjà fait des erreurs et surtout t'aider à corriger ces erreurs sans pour autant te détruire financièrement. Et après notre enregistrement, Emilien m'a partagé en off qu'il était personnellement très affecté parce qu'il a régulièrement des personnes au téléphone qui ont fait les erreurs que j'ai faites ou que Shane a faites, et des personnes qui sont en larmes parce qu'elles vivent des situations qui sont parfois financièrement intenables. Sortir des milliers d'euros ou des dizaines de milliers d'euros d'un coup, bah c'est pas facile. Et je veux surtout pas que tu fasses partie de ces personnes-là et que tu doives potentiellement abandonner l'aventure de l'indépendance pour une simple erreur administrative comme moi qui fait une erreur dans un formulaire. Donc c'est pour ça qu'on a considéré que cet épisode-là sur la TVA avec Super Indep, c'était indispensable à traiter sur ce podcast. Donc si tu fais partie des personnes qui vont suivre mon conseil et qui vont tout simplement déléguer cet aspect de leur activité avec la TVA, ce que tu peux faire, c'est contacter Super Indep de ma part pour ça, et tu verras qu'ils vont te traiter merveilleusement avec un petit cadeau de notre part commune. Pour ça, tu peux aller sur thomasburbidge.com/TVA. Je répète, thomasburbidge.com/TVA.
contacter Super Indep de ma part, quelqu'un de leur équipe te rappellera pour prendre soin de toi et de ta TVA. Sur ce, j'espère que cet épisode t'a plu. Abonne-toi à la chaîne pour d'autres choses qui arrivent dans le futur et on se retrouve tout bientôt pour continuer l'aventure de l'indépendance ensemble. À bientôt, prends soin de ta TVA, Super Indep est là pour ça. Ciao.